Bonjour à tous et à toutes dans ce nouvel épisode de Ciné20 qui est pour la première fois un hors-série parce que raisons personnelles, vacances, tout ça, anniversaire, ce que vous voulez. On a quasiment rien vu en avril et encore moins de choses en commun. Donc du coup on vous fait un épisode qui va être une partie un peu roco de ce que Owen a vu. Et d'ailleurs, bienvenue Owen, bonjour. Bonjour. Et des films qui nous ont marqués en 2022, pas forcément les plus évidents, enfin certains sont connus et ont été notamment nommés au César, aux Oscars, ce que vous voulez, mais on a envie de parler de ceux sur lesquels on pense avoir quelque chose à dire, parmi les films qu'on a préférés l'année dernière. Mais avant ça, Owen, tu nous feras un petit débrief des films que tu as quand même vus ce mois-ci, en VOD ou au cinéma, et voilà. Je me trompe pas ? C'est ça. Ok, et bah super. Pour cela, je te propose de dire quel vin on va boire, sachant que je te cite, je n'ai aucune foutre idée de qu'est-ce que c'est. Ouais, alors c'est vraiment une bouteille qui me restait donc d'une ancienne soirée, donc je ne sais pas ce qu'on va boire. Ça va être de la surprise. C'est un Croze Hermitage. Je crois que c'est du Syrah. Moi j'aime bien les Syrahs de base, mais voilà, j'ai aucune putain d'idée de qu'est-ce qu'on va boire. Croze, tu peux l'écrire parce que moi je les plais parce que je. C-R-O-Z-E-S et Hermitage comme un ermitage. Voilà. Ok. Je te propose peut-être de pas forcément annoncer les films dont on va parler. Peut-être qu'on alterne au fur et à mesure, sachant que ce sera pas des longues critiques, c'est plus des recos du coup de films qui sont sortis obligatoirement en Blu-ray ou sur des plateformes d'ailleurs. Donc qu'on laisse un peu, de toute façon dans la description comme d'habitude il y a tout, hein, mais peut-être pas forcément qu'on les liste parce que du coup il y en a plus d'une dizaine, ce serait peut-être un peu chiant de le faire. Oui, ouais. Mais... Après, je peux le faire juste pour les 3 films que j'ai vus ce mois-ci. Et les films que t'as vus ce mois-ci, vas-y, toujours. Mais du coup, ouais, j'ai vu Super Mario Bros. J'ai déjà oublié. Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, L'honneur des voleurs et Opération Fortune russe de guerre. Donc voilà. Bon, je te propose du coup d'aller directement dessus, comme ça fait un préambule. Bah du coup, alors, on va commencer par Super Mario. Donc, je pense que en vrai, je vais pas dire grand-chose. Tout ce qui est à dire a déjà été dit. C'est un film très sympa, plutôt bien fait, assez drôle. Mais je pense que vaut mieux avoir déjà une attirance et peut-être un affect pour l'univers de Mario, parce que c'est vraiment full références, Easter eggs, des trucs comme ça. Ça va à chaque fois montrer des trucs qu'il y a, soit qui sont évidents, soit qu'il y a deux fans qui ont joué à ça sur une version des années 80 qui vont comprendre. Mais voilà, c'est bourré de références, mais ça fonctionne bien. Je sais que tu m'avais dit que pour toi ça allait être une pub, et en vrai c'est vrai que c'est une pub. J'ai pas changé d'avis. Je l'ai pas vu, hein, mais c'est une pub d'1h30, mais en même temps c'est une pub bien faite, elle est drôle, on s'attache au personnage. Donc voilà, pas forcément plus de choses à dire. Illumination, du coup, leur travail est assez dingo. Parce que vraiment, tu sens il y a du travail quand même derrière cette animation-là. Après, du coup, Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, ça c'était un peu une surprise, parce que franchement, ça me tentait pas du tout à la base. Surtout pour moi, les films Donjons et Dragons, c'était vraiment des nanars, genre ceux avec Jeremy Irons, ces trucs comme ça. Je les ai pas vus, mais des images que j'ai vues, ça avait l'air franchement gratiné. Et bah là, franchement, surprise. C'est un putain de film d'aventure. C'est très drôle. Il y a vraiment ce truc très emprunté du coup au jeu de rôle qui est c'est un groupe avec à chaque fois il y a un guerrier, un mage, un barbare, enfin il y a toujours un groupe avec à chaque fois des rôles précis. Et ouais, non, ça marche bien. On n'est pas obligé de connaître beaucoup l'univers de Donjons et Dragons on n'est même pas obligé de connaître du tout l'univers de Donjons et Dragons pour apprécier, parce qu'en fait on va retrouver des codes qu'on a l'habitude de voir dans d'autres films de fantasy. Donc voilà, franchement super surprise, c'est très drôle, les combats sont assez dingos, c'est vraiment très bien fait, et donc voilà, je recommande. Et le dernier, c'est le dernier Guy Ritchie qui est sorti début avril, c'est Opération Fortune, et là ça coche toutes les cases de Guy Ritchie. C'est très rythmé, c'est drôle, il y a de l'action. C'est un peu comme dans la lignée de son dernier qui était les Gentlemen. Non, son dernier c'est le remake d'un film français avec Dujardin. Comment il s'appelait déjà ? Oui, bah c'était
Et oui, Un homme en colère. Un homme en colère. Oui, c'est Qui vrai. était un remake du Convoyeur. Qui était moins drôle que ce qu'a l'habitude de faire Guy Ritchie. Mais du coup, ouais, Ah bah c'est pas marrant. Mais moi je l'ai bien aimé par contre. ouais, c'était bien. Un homme en colère. Mais du coup, Et je ouais, recommande là, le film original. là, c'est d'ailleurs, plus aussi. dans la veine du coup d'un, ou peut-être même plutôt même de Man from Uncle. Qu'il ait fait déjà un film d'espionnage avant, de genre Guerre froide. Et là, c'est un film d'espionnage aussi, mais du coup à une époque plus contemporaine. Et moi, j'ai trouvé ça très bien. Ça commence directement, genre en 5 minutes, on te fait l'exposition. Ça commence directement la mission. C'est ultra efficace. C'est plutôt drôle. On suit du coup en parallèle Jason Statham qui bourrine des gens, Aubrey Plaza qui est à la fois la geek la geek du groupe et en même temps qui va se déguiser pour essayer de séduire un riche milliardaire. Il y a enfin voilà, il y a toute une petite équipe du coup d'agents secrets. Ça marche très bien. Il y a Hugh Grant qui joue du coup le millionnaire. Et puis voilà, c'est vraiment un bon film du dimanche soir. Ok. C'est un beau bilan. Un Guy Ritchie préféré? Ah putain, je sais pas. Man from Uncle, c'est un des films que j'aime bien revoir et tout. Je sais que toi tu vas dire Snatch. Oui. Mais Snatch, j'ai vu une fois quand j'étais ado, je l'ai pas revu. Peut-être qu'il faudrait que je le revoie. Oui. Snatch. Un jeu vidéo Mario préféré? Galaxy. Ok. Ouais, moi aussi. Ouais, effectivement. Et ben... Est-ce qu'on bouge sur... Sur les films de 2022? Est-ce que je commence par un? Bah vas-y, comme j'ai parlé. Bon écoute, moi je vais commencer du coup par La Grosse Pièce, qui est en fait mon film préféré de l'année dernière. Je peux pas forcément parler... Enfin si, je vais parler de films que j'ai beaucoup aimés, mais je pense notamment à un exemple qui sera aussi une excuse pour parler d'un réal. Hein. Là, c'est pas le cas, parce que je vais parler et du film et du réal. C'est un film qui a déjà beaucoup fait parler de lui, qui est Asbestas, qui a eu César du meilleur film étranger en France, et qui a raflé 7 ou 9 Goya en Espagne. Donc un film franco-espagnol, hein. Enfin plus espagnol-français que... Enfin voilà quoi, il y a une coprode française, mais Sorogoyen, donc un réalisateur espagnol qui a déjà fait pas mal de films, mine de rien, qu'on sort à peu près un tous les 2 ans. Moi c'est un mec que j'admire beaucoup, que j'ai découvert il y a 3 ans maintenant avec Madré, qui était une espèce de drame familial un peu étrange sur une mère qui se fait enlever son gamin et qui retrouve une quinzaine d'années après un jeune ado qui lui rappelle un peu les traits de son enfant, et qui est un film que j'avais trouvé complètement fou parce que si on va plus loin, on va dire que le pitch, je sais même pas à quoi ressemble le vrai pitch, mais on va dire qu'on va tout de suite dans des trucs qui peuvent sembler un petit peu glauque, un peu étrange, sauf que moi je trouve que c'est un film d'une tendresse absolue. Et j'ai vu Asbestas 2 ans après, et j'ai enchaîné par voir tous ces films. Il a dû en faire 5-6, je les recommande absolument tous. Le seul truc qui me manque, c'est sa série, Antidistribuyo, si je dis pas de bêtises. Et pour parler d'Asbestas, pour faire court, c'est l'histoire de 2 Français, Marina Foïs et Denis Laménoche, qui emménagent dans un coin de l'Espagne pour faire une vie de fermier, pour également retaper des maisons, tout ça. Seulement, il y a une société qui veut construire des éoliennes dans ce coin-là et qui a proposé une grosse somme d'argent aux gens de ce village-là, que ces gens-là veulent accepter parce qu'ils veulent sortir de leur merde, on va dire, et eux ont envie de leur dire, les gars, vous vous rendez pas compte que cette société est en train de vous arnaquer. Et c'est un passe-passe, on va dire, entre ces 2 visions-là, et c'est un film qui n'est absolument pas manichéen. Au contraire, qu'est-ce qui moi m'intéresse on fait tomber sa cigarette électronique. Qu'est-ce qui est intéressant, moi je trouve là-dedans, déjà Sorogoyen est un directeur d'acteur exceptionnel. Après, il a pas les plus gros trous du cul du monde, en tout cas en France, mais c'est quelqu'un qui déjà travaille souvent avec les mêmes gens, en tout cas en Espagne, j'ai pas les noms, mais en tout cas c'est des gens, notamment les 2 frères, c'est des gens que vous pourrez recroiser, donc les 2 frères qui sont 2 voisins, que vous pourrez recroiser dans ces autres films dans des rôles complètement différents. Au-delà de ça, moi ce que je trouve assez fou, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours eu envie de montrer une violence sociétale, hein, dans ses films, mais qui du coup est toujours très amer et toujours dans une recherche de d'où vient la base de cette violence. Et dans ce film-là, il y a un peu ce truc-là de, à la fois, je suis fondamentalement
pour les deux protagonistes que je vois, c'est-à-dire Denis Ménochet et Marina Foïs, qui sont du coup, au fur et à mesure du film, de plus en plus harcelés, de plus en plus violemment par leurs voisins. Je suis pour eux, et en même temps, quand on découvre ce qu'il y a en dessous, je peux pas dire que je suis contre eux, mais je peux pas dire que je ne comprends plus le point de vue de leurs voisins qui sont violents quelque part. Et où, à partir de là, tout n'est que... j'ai pas envie de dire point de vue parce que c'est un peu facile, mais en tout cas, tout n'est que... on va dire quelque chose de très énorme au-dessus, qu'est cette idée capitaliste qui nous enferme un peu tous, et à partir de là, ce ne sont que des gens qui ne font que se battre entre eux, et voilà, ça devient des cercles vicieux, et je trouve que c'est un des films qui le montre le mieux possible. Je vais essayer de pas trop en parler longtemps, évidemment, Sorogoyen est un mec qui a une gestion de l'attention absolue. Il y a une des scènes qui, si vous voyez la bande-annonce, il y a une espèce de scène qui va guider la bande-annonce tout du long, où on va dire Denis Ménochet va confronter l'un des deux frères, qui est, on va dire, le plus intelligent, là où l'autre, en fait, c'est quelqu'un, il s'est dit qu'il y a quelqu'un qui a reçu un choc, qui se fait bousculer par un cheval, si je dis pas de bêtises, quand il était gamin, donc on va dire que c'est un peu le débile, avec des grosses guillemets. Et là où l'autre, on comprend que c'est à la fois un alcoolique notoire, mais quelqu'un qui a des vraies réflexions derrière. Voilà, c'est une scène de confrontation entre les deux qui va guider la bande-annonce, et c'est une scène de confrontation en plan séquence, où la caméra ne bouge quasiment pas, qui va faire écho plus tard à une scène entre Marina Foïs et sa fille, et où encore une fois, ce sont deux scènes filmées complètement différentes, chacune en plan séquence, mais pas de la même manière, dans des lieux qui sur le papier, enfin des décors, je veux dire sur le papier, qui sont globalement les lieux les plus nuls à chier ou filmer, et pourtant lui, il arrive à les rendre intéressants. Ces deux scènes qui se font écho aussi, parce que justement, c'est deux personnages qui se parlent, et deux personnages où, quelque part, je suis d'accord avec les deux, encore une fois. Donc je trouve que c'est un film d'une complexité complètement dingue. Sorogoyen, c'est aussi un type qui a régulièrement, quasiment dans tous, à part peut-être dans El Reino, a toujours manié, moi je trouve d'une manière ultra intéressante, le film vraiment coupé en deux. C'est-à-dire un film où il y a une première partie qui se termine. Une fois qu'elle est terminée, tu te dis, bah, on est arrivé un peu au bout de cette narration, et je suis assez vaste pour éviter de spoiler, bien sûr. On est arrivé au bout de cette narration, qu'est-ce que le film a d'autre à me proposer ? Et quand la deuxième partie arrive, bah en fait, on se rend compte que, au contraire, cette deuxième partie-là est là pour, plus que pour rebattre les cartes, et là pour peut-être nous montrer quelque chose qu'on n'avait pas spécialement compris, ou pour nous montrer aussi un autre pan de cette violence-là, un autre pan sociétal, tout ça. Et justement, c'est quelqu'un qui va beaucoup jouer, encore une fois, avec ses idées de miroir au sein de sa narration. Et voilà, donc je vous recommande absolument tous ces films. Et Asbestas, pour moi, c'est vraiment un film somme, vraiment. C'est un mec qui a 40 ans, il fait des films depuis une dizaine d'années. Vous voyez-les tous. Je sais même pas si c'est celui-là que je vous recommanderais de voir en premier, mais quelque part, tous ces films sont très différents, toujours liés au thriller, mais celui-là, encore plus que les autres, je trouve qu'il a quelque chose de complètement difficile à cerner, c'est-à-dire que ça a fait un western, un drame familial, un thriller, parfois un film, peut-être pas d'horreur, mais en tout cas de suspense. Voilà, c'est un film complet, un peu long évidemment, enfin un peu long, pas dans le ressenti, mais c'est un film qui fait 2h20, donc voilà, un film très dur. Peut-être pas à mater un dimanche soir, tranquillou pépère, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est un film, moi, c'est mon film préféré de l'année dernière, et je vais essayer de pas trop m'éterniser dessus, mais voilà. Et Sorogoyen est, pour moi, un des gars les plus importants de ces dernières années, sans avoir même encore levé le petit doigt. J'ai très hâte de voir ce qu'il va nous faire par la suite. Toi, tu l'avais vu ? Oui, j'ai vu Asbestas, et j'ai beaucoup aimé. C'est vrai qu'il y a une sacrée tension, et il arrive à la retranscrire assez brillamment. Et ouais, les acteurs sont fantastiques. Que ce soit les deux frères, je les connaissais pas avant, ou du coup Denis Lamenoche et Marina Foïs, fantastique. Et non mais ouais, j'ai pas grand chose à dire ce que tu viens de dire. Moi, c'est le genre de film, j'ai pas envie de le revoir. Tu vois. Il y a un côté quand même où, enfin, même si tu les vois pas forcément passer le temps, mais il y a un côté pénible à regarder, tellement c'est dur, il y a une tension constante, ouais, t'as presque l'impression d'avoir fait un effort quand tu sors de la salle de cinéma, et d'être un peu fatigué, quoi. Ah, c'est un peu ce que j'appelle une violence souterraine, quoi. C'est-à-dire quelque chose qui bourdonne constamment, qui ne peut pas bien finir. Parce que quand le film commence, on est déjà dans quelque chose de... On est déjà dans une lutte, on va dire, entre ces deux familles.
et du coup c'est une tension souterraine, quoi. C'est-à-dire qu'elle ne part jamais complètement. Donc du coup forcément ça fait que du coup on est constamment électrisé, quoi. On est constamment notre tension est constamment demandée. Ouais, voilà. Je vais essayer de pas aller plus loin. À ton tour. Moi j'ai parlé de L'Innocent de Louis Garrel. C'est la première fois que je regardais un film de Louis Garrel. T'en avais vu d'autres, toi? Non, j'en ai vu aucun. Okay. Mais du coup, ouais, c'est un film qui est une comédie, c'est une comédie sur un fils et sa mère. Bon, du coup, le fils est joué par Louis Garrel, il a, on va dire, 30-35 ans. Et sa mère en a, on va dire, 50-60. Et sa mère travaille dans une prison. Et elle a un peu l'habitude de tomber amoureux avec des prisonniers. Et du coup, là, c'est genre le 3e dont elle tombe amoureux. Elle est jouée par Anouk Grimbert, et le prisonnier, c'est Roche Dizem. Et à la sortie, du coup, de Roche Dizem de prison, ils vont se marier, hein, et ça plaît pas du tout à Louis Garrel, parce qu'il a peur que sa mère sorte avec un prisonnier. Et du coup, il va commencer à l'espionner, jusqu'à se rendre compte qu'en fait, il traîne encore dans des sombres dessins. Mais pour au final participer lui-même à ces sombres dessins, et du coup ça va être un peu une comédie, un peu de braquage, du coup avec tout ce petit monde là, avec du coup Lou Garrel avec sa meilleure pote qui est jouée par Noémie Merlan. Et donc voilà, il y a tout un propos aussi sur le deuil, parce que Louis Garrel a perdu sa femme, et du coup et qui était aussi la meilleure pote de Noémie Merlan. J'utilise pas du tout les noms. Moi je sais juste qu'il s'appelle Abdel, lui, si je dis pas de bêtises. Abel, pardon. Oui, parce que c'est le nom qu'il utilise dans tous ses films. Ouais, c'est pour ça. Mais et donc voilà, il y a tout ce petit monde là qui vont se regrouper pour faire une sorte de braquage. Ça va être très drôle, très émouvant. Il y a du coup toute la relation entre les personnages, surtout entre Louis Garrel et Noémie Merlan qui va se développer, et j'ai chialax à la fin. Il y a une scène où je vous dis juste la scène du restaurant, pour ceux qui ont vu, ils savent, pour ceux qui savent pas, vous verrez. C'est une scène qui est fantastique, qui est toute en finesse et toute en émotion. Et donc voilà, super film, à la fois intelligent et très drôle. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire que ça. Ouais, moi je te suis totalement en plus, parce qu'il a vraiment quelque chose de la vraie comédie, c'est-à-dire que c'est vraiment là pour te faire marrer avant tout. Et il a quelque chose de complètement délirant, la scène d'intro est géniale aussi. Donc il a je sais pas, je trouve qu'il a une force motrice constamment en mouvement, et pas mal aidé par le personnage de Noémie Merlan aussi d'ailleurs. Je tiens juste à dire, c'est un film qui ne confond pas personnage féminin excentrique et femme stupide. Ce qui est quelque chose que moi je peux reprocher beaucoup à des plus vieux films, comme les films avec Bardot, où on a souvent tendance à dire qu'elle est un peu libérée. Pour moi, les personnages de Bardot sont des personnages complètement cons, et que ça mélange les deux. Là, Noémie Merlan, c'est un personnage alors à la sexualité complètement libérée, tout ça, mais qui est pas non plus traité comme une espèce de débile, machin. Pas du tout, c'est juste un personnage qui a constamment envie de montrer ses émotions, et ça en fait un personnage complètement lunaire, ultra agréable à suivre, ultra drôle, ultra sympathique, et où la relation avec Lou Garrel fonctionne super bien, quoi. Donc je trouve que rien que là-dessus, et ça marche avec la mère aussi, qui est un personnage assez délirant. Oui, ouais. Et en fait, ça fait que Lou Garrel est complètement bloqué entre ces deux personnages qui se comprennent ultra bien toutes les deux en plus. Et où lui, il essaye de garder les wagons, alors qu'en vérité, il est pas spécialement plus sain d'esprit que ces deux personnages-là, au contraire, notamment dans sa manière d'espionner Roche Dizem, tout ça. C'est pas un personnage qui est très discret, qui est très malin dans sa manière de faire les choses, en fait. Oui, puisque c'est quelqu'un qui arrive pas à faire son deuil. Et via cette histoire-là de braquage, ça va aussi lui permettre d'avancer là-dedans. D'accepter certaines choses, ouais. Ok. Voilà. On enchaîne. Moi, je vais vous parler de Bardo d'Iñárritu, qui est sorti sur Netflix en décembre dernier, si je dis pas de bêtises, qui a passé assez inaperçu. Moi, je suis un gros fan d'Iñárritu, et Bardo, c'est un film que j'aime beaucoup. Ça fait partie de ces films de l'année dernière qui sont des films autobiographiques, hein, mais moi, le côté autobiographique, quelque part, m'intéresse plus dans, on va dire, là où, par exemple, je parlais de Sorogoyen tout à l'heure, si vous voyez le premier film de Sorogoyen, comme c'est plus brut,
Vous allez voir la grossièreté dans la narration, tout ça. Donc ça va vous permettre de mieux comprendre ces films d'après. Je trouve que Bardo permet de mieux comprendre le style et de mieux mettre en avant des choses du style d'Iñárritu qui sont des choses qui sont pas forcément mises en avant d'habitude. Par exemple, c'est quelque chose de très con à dire, mais l'absurde a toujours fait partie du cinéma d'Iñárritu. Ici, c'est plus mis en avant parce que c'est littéralement un film absurde, c'est un film à sketch, donc un film qui va mettre vraiment, oui, une scène où en apparence tout semble simple, et puis d'un seul coup tout va commencer à bouger, à sembler délirant, à sembler complètement irréaliste. Là où, encore une... The Revenant, par exemple, qui pour moi fait partie de mes films phares dans ma vie, qui est un film qui me guide depuis qu'il est sorti et qui va continuer à me guider pendant quelques années, c'est un film qui a une vraie forme d'abstraction en son sein, quoi. C'est un film qui est capable d'avoir des scènes, oui, qui sortent complètement de notre réalité, et ça marche rien que pour cette scène de début où il chasse une espèce de cerf, qui est une scène complètement étrange, où on est entouré de brume, avec un mouvement de caméra qui n'est pas du tout typique, c'est-à-dire qu'on commence par un travelling un travelling quoi, c'est-à-dire sur pied, et où d'un seul coup on va passer dans quelque chose de beaucoup plus caméra-épaule. C'est un plan qui, en général, n'aurait aucun sens, parce que là on arrive vraiment dans cette idée une forme de pureté qui est complètement bousculée par l'humain qui va arriver là-dedans, et après on suit DiCaprio et son fils chasser un cerf qui, si on suit la logique de la scène, apparaît littéralement au milieu de la brume. Voilà. Ouais, t'avais juste envie de parler de... J'avais envie de parler de The Revenant. Non, mais pour moi, Bardo, justement, permet de mettre en avant ces traits d'Iñárritu qu'on lui donne pas forcément d'habitude. C'est quelqu'un parmi les trois hispaniques, hein, les trois mexicains qui ont pu faire la loi ces dernières années. Cuarón, Iñárritu et Del Toro. Et Del Toro, oui, Del Toro, ouais. Et Cuarón, hein, c'est parmi ceux où on peut le plus utiliser le mot tape à l'œil, etc. J'en ai déjà parlé dans un épisode précédent ce que je pensais de ce mot-là. Moi, je pense pas du tout, au contraire, parce que je trouve que typiquement, ces plans séquences, sa manière de traiter notamment la temporalité est complètement abstraite. Si vous revoyez Birdman, c'est un film dont la temporalité, sachant que lui, il se sert du plan séquence pour en créer une seule, est complètement absurde. C'est un film qui se déroule sur plusieurs jours, alors après des fois il y a la caméra qui se fixe et où le temps passe, mais des fois en un seul plan, sans coupure de ce style-là, il va se passer 24 heures. Et Bardo, pour moi, met en avant son style. Alors je trouve que, comme ses films précédents, sauf The Revenant, il a le même défaut, c'est-à-dire qu'il y a 20 minutes en trop. Non pas que j'aime pas ces 20 dernières minutes, mais je les trouve... Il est très long le film, il fait plus de 3 heures. Il fait, je sais plus, 2h50, moi j'aurais dit un truc comme ça, oui, mais en tout cas je trouve que les 20 dernières minutes, et je crois que t'es d'accord avec moi en plus, c'est pas qu'elles sont pas bien, mais c'est qu'elles se répètent en fait. Donc, comme s'il avait pas confiance en ce qu'il avait à nous dire, et tu te dis oui, je vois ce que tu veux dire, mais là tu reboucles avec des trucs, et là où ton imagerie un peu abstraite qui peut nous perdre, et bah d'un seul coup elle devient beaucoup trop lisible au contraire. Et vraiment l'impression de dire oui, bah là tu fais une disserte sur ton propre film, donc c'est une belle disserte, mais j'ai pas envie que ce soit toi qui fasses la disserte sur ta propre œuvre en fait, enfin sur ton propre film du coup. Mais au-delà de ça, Bardo, voilà, justement, je trouve que c'est un film très intéressant, très abstrait, drôle, oui, et qui, comme tous les films d'Iñárritu, possède des images complètement dingues et qui nous sortent complètement de notre réalité, toujours surprenante. On ne sait jamais où le film va. Et voilà, c'est disponible sur Netflix, donc let's go. Je postais un truc... Si, bah du coup, bah nous on avait eu la chance d'aller le voir en avant-première avec Alejandro. Et putain, il était à 10 cm de moi, vraiment, et j'étais en mode, ah, il est à côté de moi. Non mais du coup, je pense que c'est un film, je l'aurais jamais regardé sur Netflix. En toute honnêteté. Parce que ça m'arrive jamais de regarder un film de 2h50 sur Netflix. Alors peut-être parce que je vois les plateformes comme un peu un truc, vraiment dimanche soir, j'ai envie de me mater un truc. Et du coup, je vais rarement voir des bons films de bons réals sur ce genre de plateforme. Mais ouais, je pense que c'est un film, j'aurais eu la flemme, quoi, si c'était pas au cinéma. Parce que le cinéma aussi, ça t'impose d'être devant ta télé, enfin devant l'écran pour longtemps.
Là, j'aurais jamais tenu les 2h50. Concentration, quoi. Ouais, j'aurais jamais tenu. Mais j'ai bien aimé, en vrai. Il y a peut-être, parmi tous les réals qui ont parlé d'eux, c'est peut-être celui qui est le plus nombriliste. Parce que c'est le seul qui parle pas de son enfance, en fait, qui parle plus. Parce que quand je dis ça. Le moins nombriliste, du coup. Non, parce que là, il parle vraiment de sa vie de jeune réal qui va aux États-Unis. Et après, il se remet en cause aussi. Oui, c'est vrai. Mais du coup, ouais, voilà, il y a ce, parce que quand je pense, enfin, quand je dis ces films-là, je pense à Romaz, Fableman, le James Gray, que je sais plus comment il s'appelle. Moi non plus. Armageddon Times. On dirait qu'on l'aime pas en plus en disant. Ouais, moi j'ai bien beaucoup aimé. Il était très cool. Non mais voilà. Moi j'aurais presque pu en parler. Je le ferai pas, mais on parlera de James Gray un autre jour. Non mais voilà. Et sinon, j'ai beaucoup aimé la famille et comment il filme sa famille. Je trouve il y a beaucoup de scènes du coup ils sont des fois juste dans la cuisine en train de manger leur petit déjeuner. C'est des scènes super tendres et je trouve que ouais il arrive. Enfin j'ai vraiment beaucoup aimé toutes ces scènes là avec la famille. Après quand il parle dans des délires sur la guerre civile mexicano-américaine, des fois il me perd. Ah mais c'est peut-être aussi le but, je sais pas. Ouais, non mais sûrement. Mais voilà, du coup, en vrai j'ai bien aimé. Eh bien... c'est à moi. Ouais. De quoi je vais parler déjà ? J'en sais rien, c'est toi qui sais. Ah oui, La Nuit du 12. La Nuit du 12, qui est un polar hein, qui est sorti du coup l'année dernière. De Dominique Moll, qui se passe à Grenoble, où en fait une adolescente, une jeune femme, genre 17 ans, quelque chose comme ça, 16 ans, va mourir assassinée, immolée, du coup dans la banlieue grenobloise. Et on va suivre une unité d'inspecteurs de police qui vont interroger toute la famille et enquêter pour savoir qui est-ce qui a tué cette femme. Et c'est un film assez dingue. On nous dit dès le début, enfin il y a un carton au début, on nous dit chaque année il y a je sais plus combien, genre 1500, je dis un chiffre au pif, il y a tant de meurtres non élucidés. Ceci en est un. Donc on sait dès le début que tout ce qu'on va voir va être vain, que tout le travail des je dirais même que tout ce qu'on va voir est ciné-vain. Waouh. À ta tête, je savais quelle blague t'allais faire avant que tu la dises. Non, mais, du coup, voilà, on sait dès le début que ça va servir à rien leur travail, mais c'est vraiment un film assez dur, assez dingue, notamment sur le rapport homme-femme, parce qu'en fait, les policiers vont interroger tous les hommes. Avec qui elle a pu échanger, avec qui elle était amie, avec qui elle a eu des relations. Et en fait, on va se rendre compte petit à petit que ils auraient pu tous le faire, ils auraient pu tous la tuer, et au final, si elle est morte, c'est parce que c'est une femme. En fait, à chaque fois qu'on a un nouveau suspect face à nous, on se dit « Ok, c'est lui », en fait. Il y a ça, ouais, voilà. Parce que le film prend vraiment le temps de segmenter chaque suspect, quoi. En parallèle de ça, on va du coup suivre aussi un peu l'évolution psychologique de notre duo d'inspecteurs, qui est joué par Bastien Bouillon, que moi je connaissais pas avant, mais qui est dingo. Vraiment, j'ai hâte de voir comment il va évoluer et dans quel film il va jouer. Et Bully Lanners. Et donc voilà, on va suivre ces deux détectives-là qui vont interroger tout le monde. Moi j'ai trouvé ça vraiment dingue sur à la fois la remise en question des inspecteurs, cette quête vaine, et en même temps ils sont... Voilà, il y a vraiment un côté très sisyphien de on va à chaque fois vers une nouvelle... un nouveau suspect. On est quasiment sûr que c'est lui, mais en même temps on sait pas. Et on recommence avec un autre suspect. Et il y a vraiment ça à chaque fois, et ils ont jamais les preuves, et on saura jamais qui l'a tué. Et ouais, c'est assez dingue. Du coup, on a l'impression que je spoil, mais en vrai, pas du tout, hein, parce qu'en vrai, c'est toute l'expérience de comment comment on avance de suspect en suspect qui est dingo. Et donc voilà, franchement, regardez-le, c'est une pépite, c'est assez dingo. Je te suis à 1000%, et je dirais même regarder, moi j'ai pas tout vu, mais en tout cas regarder les autres films de Dominique Moll. Ce que je trouve intéressant, moi, dans ce procédé de dire dès le début, parce qu'en fait c'est même pas qu'on spoil, c'est que le film te spoil dès les 10 premières secondes, donc avec le carton dont tu parlais, mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à donner ce carton là, et du coup quand même prendre autant de temps sur ces suspects, et justement sur en fait l'aboutissement, et ce que tu disais tout à l'heure, c'est elle a été tuée parce que c'est une femme, c'est qu'on en revient
à la moelle de qu'est-ce qu'on en tire de cette enquête, de la manière dont elle est menée. Qu'est-ce qu'on en tire de ces questions-là ? Eh bien, comme c'est une femme, toutes les questions vont obligatoirement être tournées dans une finalité de quelque chose de très corporel, pour parler clairement, le cul. Et tous ces mecs-là se vantent, quand bien même elle est morte, se vantent d'une certaine manière d'avoir couché avec elle, d'avoir d'avoir été un de ses amants, etc. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? Le fait est que les questions tournent autour de ça. En fait, je trouve que c'est un film qui en revient même à questionner sa propre forme, en fait, quoi. Et rien que pour ça, moi, je trouve que c'est complètement fascinant. Et au-delà de ça, la question, c'est comment ça se fait qu'en sachant la fin, comment ça se fait que j'en ai quelque chose à foutre quand même de cette enquête, quoi. Je parle de ressenti, quoi. Comment ça se fait que j'en ai quelque chose à faire ? Parce que le film arrive à nous attraper et... Ouais. Mais ça, c'est fascinant. Et il le fait, et du coup, je trouve que c'est un film qui a une espèce de recul constant, quoi. Moi, j'ai entendu des gens parler de films d'hommes, bah ouais, mais en même temps, comme c'est ce qu'il décrit, ou ce qu'il dénonce, si on veut aller peut-être un peu plus loin, bah le fait est que oui, en fait, c'est presque un aveu d'échec, en fait. Pas en tant que film, je parle, en tant que, voilà, le fait est qu'effectivement, ce sont des hommes qui posent des questions à d'autres hommes pour savoir qui a tué cette jeune femme, et sans dire qu'un homme ne peut pas enquêter sur le meurtre d'une femme, mais on va dire que les questions, le traitement d'une enquête est obligatoirement tourné en fonction de qui a été tué, et le fait est que notre société est misogyne, et que du coup, tout va être tourné dans une certaine direction, en tout cas, quoi. Là où si c'était un homme qui avait été tué, ça n'aurait pas été dans cette direction-là. Et je trouve que le film, dans sa forme, arrive à questionner cette idée d'enquêteur, et en fait, oui, il fait une espèce d'aveu d'échec de notre manière de voir le monde au travers de cette idée-là. Alors, je tiens à dire aussi que c'est une histoire vraie. Oui. C'est inspiré d'un bouquin dont j'ai complètement oublié le nom, d'une femme qui a passé 1 an dans la PJ de Grenoble, et c'est l'une de ses enquêtes, du coup. D'accord. Et du coup, le scénario s'est coécrit avec cette personne-là, cette écrivaine qui était sur place, du coup. Et il y a aussi Anouk Grimbert, qui joue aussi dans L'Innocent, et qui joue là le rôle d'une juge à la fin, dans la deuxième partie, et qui, du coup, qui a un rôle aux antipodes de son rôle dans L'Innocent, mais qui a un super rôle aussi. Oui, t'as raison en plus de mettre... Enfin, oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je pense juste aussi que ce que je trouve intéressant, là, pour parler plus en termes de genre, le polar, enfin, le film noir, plus précisément, a vraiment cette idée d'inexorable. Il y a toujours eu ce truc-là de le personnage est plus guidé par le scénario que par ses propres actions, en fait. Il y a toujours quelque chose de tout ne peut mener qu'à ça. Et pareil, là, le film le questionne uniquement via ça, c'est-à-dire que le personnage du juge arrive comme quelqu'un qui veut relancer l'enquête. Alors que nous, on sait que t'auras beau relancer l'enquête, le carton nous l'a dit, ça ne sert à rien. Donc je trouve que même là, il questionne son genre en disant effectivement, les polars, quelque part, on ne les regarde pas pour la finalité, et même là, du coup, il pose des vraies questions de forme, surtout à une époque du spoiler, où il ne faut pas dire la fin, où il ne faut pas machin, et bah, quelque part, ça questionne aussi ce truc-là, enfin, plus que ça questionne, ça formalise ce truc de, effectivement, la fin, quelque part, de toute manière, un film, il changera jamais, donc qu'on sache la fin, quelque part, ça ne change rien, donc autant s'attarder sur les détails, quoi. Donc en fait, c'est un film au premier visionnage qui fait presque le travail d'un deuxième visionnage. Donc je trouve qu'il y a plein de trucs super intéressants à en tirer, quoi, de ça. En tout cas, théorique, en tout cas. Mais après, le film se regarde très bien, comme tu l'as dit, sans penser à tout ça, hein, mais... Moi, j'ai une question intéressante. Est-ce que c'est pas un peu le Zodiac français ? Non. Non, parce que Zodiac, Fincher, il triche un petit peu. Fincher, il jongle avec plein de détails. En fait, Fincher, ce qui l'intéresse, c'est de nous faire peur avec le moindre détail. C'est un film qui passe du plan large au très très gros plan. C'est-à-dire que à chaque élément, c'est de la paranoïa. Comme dans tous les films de Fincher, d'ailleurs. Là, c'est pas de la paranoïa. Au contraire, il y a quelque chose d'assez serein dans ce film-là, d'ailleurs. Enfin, il y a une espèce d'idée. Enfin, même s'il y a des moments de violence, un personnage peut aller péter la gueule d'un autre personnage, on va dire, sans spoiler. Voilà, il va quand même garder une certaine distance. Là où Zodiac, il va vraiment nous embarquer avec un personnage qui va commencer à se sentir menacé d'absolument partout. Donc c'est quand même vraiment pas le même traitement, moi je trouve. Mais... Et j'aime beaucoup La Nuit du 12, mais malheureusement je pense que Zodiac est quand même...
Enfin, sans vouloir comparer les deux, mais Zodiac est quand même pour moi un des plus grands chefs-d'œuvre des 20 dernières années, et La Nuit du 12, je sais pas si je le mettrais, et sachant que je détiens la vérité. Oui, c'est vrai. Donc, Tout voilà. ce que tu dis est objectif, extrêmement scientifique. Et vrai, votez Le Pen. Putain. Parce que ce ne sera jamais pire que Macron. C'est faux. Oh putain, t'as fait saturer ton micro. Allez, parlons de politique un petit peu. ACAB, sauf la PJ de Grenoble. Je ne cautionne absolument rien de ce que fait le président. Ça ne veut pas dire qu'il faut voter Le Pen. Passons au film suivant, et c'est à moi de le faire d'ailleurs. Je vais pas vous parler forcément... C'est un film que j'aime beaucoup, mais du coup, c'est pas un film spécialement cher à mon cœur, mais dont j'ai envie de parler du réalisateur, parce que je trouve que c'est un gars intéressant. Notamment dans l'univers hollywoodien, on va parler de The Batman, sorti l'année dernière, donc de Matt Reeves. Et pourquoi j'ai envie de parler de ce gars-là ? Parce que c'est un type un peu étrange, parce qu'il fait partie de ces gens qui normalement font partie des gars les plus inintéressants d'Hollywood, c'est-à-dire un gars qui fait un premier film, petit film, même si là, ça a quand même fait parler de lui, c'est Cloverfield, qui a fait Saga derrière. J'aime bien Cloverfield. Moi aussi, beaucoup. Mais qui a immédiatement été pris ensuite par des gros studios pour notamment faire la suite des Planètes des Singes, les origines, tout ça, et où généralement ça donne des réalisateurs complètement impersonnels, hein, et voilà, enfin regardez typiquement, enfin lui il a quand même fait des films entre-temps, mais si vous regardez par exemple les réalisateurs des films Marvel, je parle des réalisateurs qui n'ont pas de personnalité que ni toi ni moi sommes capables de nommer, par exemple tu sais qui est John Watts ? Ça me dit quelque chose. Voilà, mais c'est le réalisateur des Spider-Man. Et bah voilà, c'est un gars qui a fait un ou deux films avant, que je saurais pas nommer, mais qui sont peut-être très bien, d'ailleurs je les ai pas vus. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on les prend, parce que du coup c'est pas des gars qui ont du pouvoir en tant que réalisateur / producteur, du coup, potentiellement, dans ce système-là. Et comme ça, on peut en faire un peu ce qu'on veut. Matt Reeves, moi j'aime beaucoup ce qu'il a fait avec La Planète des Singes, notamment son dernier, Supremacy, qui est un film vraiment que je trouve à des moments de cinéma fou. Je sais même pas si tu les as vus, toi, d'ailleurs. J'ai vu le premier, mais apparemment c'est le moins bien. Bah ouais, effectivement, c'est de mieux en mieux. Mais le dernier a des moments de... Déjà, c'est un film quasi muet, c'est-à-dire que les singes parlent en langage des signes pour une grosse partie. Et ce qui est quoi à dire, mais encore une fois, dans un film à plus de 150 millions de patates, c'est des choses qui sont quand même intéressantes. Un film qui a une confiance et une foi totale en ses effets spéciaux et donc en ses équipes. Et voilà, je trouve que c'est un gars qui a réussi à faire des choses vraiment, vraiment admirables dans ce système hollywoodien, et à être un auteur alors qu'il est né dans ce système-là. Ce qui est rarement notable. Un mec comme Nolan, il est pas né dans le système hollywoodien. Déjà, c'est un Britannique qui fait un premier film fauché, Following, qui ensuite fait Memento, puis ensuite qui est appelé pour faire Insomnia, et après on l'appelle pour The Batman. Donc c'est-à-dire un gars qui a quand même grimpé les échelons. La Matt Reeves, ça a quand même été d'un seul coup... un film d'une 20aine de millions, ce qui est déjà conséquent évidemment, mais d'un seul coup, on t'amène directement sur des trucs à plus de 100 millions. Et qui a quand même réussi à garder son authenticité et à imposer, par je ne sais quel moyen, sa vision des choses. Et arrive The Batman, qui est un film que je trouve imparfait, hein. Notamment le fait que c'est un film qui a voulu remettre au centre le côté détective de Batman. Moi je trouve vraiment que c'est des énigmes dignes d'un Malabar, hein. C'est-à-dire, il y a le mot Piaf au milieu de l'énigme que laisse le Riddler, et bah du coup il dit regardez dans la cage de l'oiseau, tu fais bravo Sherlock. Effectivement, bien joué. Il y a notamment la finalité, je sais plus, oui, avec le marteau, où vraiment c'est un gars qui vient de dire à Batman, mais moi je bosse là où vient le marteau, et Batman qui fait un truc genre mais bien sûr faut que j'aille là-bas. Tu fais mais putain, j'ai aucun souvenir de ça. Mais normal, parce que l'enquête est pas bonne, mais le fait est que Matt Reeves est quelqu'un qui a... Bon, je vais faire une espèce de théorie un peu à la con pour grossir le trait, mais c'est quelqu'un du plan rapproché, quoi. C'est quelqu'un qui est constamment près de ses personnages, qui est toujours sur eux, ce qui est intéressant dans Les Planètes des Singes, et ce qui est intéressant avec un personnage comme Batman, quoi. C'est-à-dire que c'est là où un mec comme Nolan, on va dire, serait quelqu'un un peu du plan moyen, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va observer, ou du plan large, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va toujours voir ses personnages évoluer dans un décor. C'est ça qui l'intéresse. D'ailleurs, globalement, même dans les scènes de combat, ce qui intéresse Nolan,
c'est le décor. Là, Matt Reeves, évidemment, il y a un soin apporté au décor, mais c'est quelqu'un qui va toujours vouloir être extrêmement proche de ses personnages. C'est pas pour rien qu'il y a énormément de caméras portées, par exemple, dans le dernier Batman, ce qui donne quelque chose d'extrêmement spectaculaire. Moi, je vais jamais imaginer la caméra portée comme quelque chose de spectaculaire, spécialement. Pour un petit plan, on voit une bagnole se retourner, etc. Là, par exemple, une scène qui est dans la bande-annonce où il poursuit le pingouin, t'as une espèce de truc en caméra portée sur le pingouin. Bah, c'est que du point de vue du pingouin, cette que du point de vue du pingouin, ce qui lui permet déjà d'iconiser de fou son personnage. On pourrait parler de la musique j'ai oublié comment il s'appelle le gars, mais j'ai envie de dire Giacometti, mais ça c'est un mec qui fait des statues. Mais c'est un Giacomi, je sais plus. Tu vas le dire dans quelques instants, mais en tout cas voilà, une espèce de truc extrêmement grandiose, extrêmement poussé jusqu'au bout, qui fait que ça mélange quelque chose de très dur. On parlait de Zodiac juste avant, mais il a totalement dit s'être inspiré de Seven de Fincher aussi, et en même temps de pousser les potards à fond quand il s'agit de y aller. T'as le nom du musicien sur les yeux ? Michael Giacchino. Giacchino. Et voilà, donc je trouve qu'il arrive à atteindre une espèce de mélange que je trouve super intéressant. Je trouve que c'est une des plus belles photos de l'année dernière. Vraiment, je trouve qu'elle a quelque chose d'à la fois très crade et très classe. J'arrive pas à déterminer exactement où se trouve cet entre-deux, mais en tout cas, je trouve que c'est une photo vraiment intéressante. Et voilà, je trouve que c'est un des gars... un des gars à suivre. Je trouve que c'est une très bonne idée. Pattinson, en tant que Batman, je trouve que c'est potentiellement la première fois qu'on a un très bon acteur dans le rôle de Batman. Michael Keaton, la nostalgie joue, mais c'est un mec qui a quand même un peu une tête de bonnet et qui est pas spécialement convaincant dans son rôle. Christian Bale a une expression faciale, ce qui correspond pour le rôle, hein. Je trouve qu'il est bon pour le rôle de Batman. Il fait bien le playboy. Il fait bien le playboy, voilà. Mais je trouve que Pattinson arrive, une fois dans la tunique, à amener vraiment des émotions vraiment multiples. Donc voilà. Je trouve que ça fait aussi un des films les plus impressionnants qu'on ait eu ces dernières années, parce que le côté, on parlait de la caméra embarquée, le fait que tout soit ultra concret, tout en étant grandiose, donne une espèce d'intensité un peu étrange, quoi. C'est-à-dire, on va dire, la catastrophe finale, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, moi je la trouve extrêmement impressionnante, parce qu'à la fois, elle est complètement délirante, et on est vraiment dans un film catastrophe, mais filmé, en fait, à la manière d'un Cloverfield, où il choisit de faire ça en fan footage, et très accroché à ses personnages principaux, ce qui donne une perspective vraiment, vraiment cool. Voilà, donc moi c'est un film, je trouve, on pourrait lui enlever une demi-heure. Mais il a un chouïa long. Voilà, moi ça m'a pas dérangé, parce qu'encore une fois, les images que je voyais me plaisaient beaucoup, mais narrativement, effectivement, il y a clairement des trucs à enlever, à dégager, et pour la suite, j'espère que s'il reste sur cette idée d'enquête, pitié, faites des vraies enquêtes et pas des petites enquêtes qu'on trouve au dos de je ne sais quel journal et dont on a la réponse la semaine suivante, quoi. Voilà. Je sais que toi t'as beaucoup aimé aussi. Ouais, j'ai beaucoup aimé The Batman. Je reviens sur... Ouais, tu parlais d'iconisation, et c'est vraiment ça, les 10 premières minutes du film, c'est vraiment, on va iconiser Batman comme quelqu'un de violent, et ouais, voilà, vraiment violent, où genre les premiers plans, ça va être... on voit le signe de Batman dans le ciel, et d'un coup tout le monde a peur dans la ville. Les malfrats ont peur, même les enfin on filme le noir dans la rue, on filme les espaces sombres, comme si Batman pouvait venir de n'importe quel endroit. Et voilà, il y a tout un travail d'iconisation qui est assez dingue, où la scène du pingouin, c'est fou, quoi, avec la caméra à l'envers, c'est dans la bande-annonce, du coup le Batman qui marche vers le pingouin, c'est une idée tellement évidente une fois que tu y penses. Et en fait, t'as peur pour le pingouin, quoi, alors que c'est le méchant, et que normalement et que Batman c'est le gentil. Mais il y a vraiment ce truc d'un Batman un peu adolescent, violent, et qui arrive pas trop à gérer ses émotions. Et mais même dans la bande-annonce, il y avait aussi un plan où juste il tape un mec, un voyou, mais il le tape un peu trop fort, et tu te dis, là le mec, il est pas en vie à la fin. Et non, donc voilà, il y a tout ce travail-là sur un nouveau Batman, en fait, qu'on n'avait jamais vu avant, mais qui est, ouais, un Batman violent. Je trouve ça marche de ouf. La photo, moi c'est pas le genre au cinéma. Batman jamais vu au cinéma. Oui, parce que je connais pas assez les comics, et ouais, la photo, moi je suis pas trop fan de ce genre de photo, mais là ça marche, c'est très ça joue avec le feu, avec les lumières de la ville, avec le orangé, le rouge,
Et donc ouais, franchement c'est très sympa. Et non, bah globalement moi j'ai bien aimé. Il y a une très bonne vidéo YouTube qui parle de la photo qui s'appelle How to make a picture dirty. J'ai oublié comment s'appelle le gars, mais voilà, comment créer une image sale, et qui explique justement tous ces traitements pour arriver à quelque chose d'un petit peu Très poisseux. Ouais, très contrasté, très... Ouais, mais le contraste, généralement, on associe plutôt ça à quelque chose de classieux, justement. On parlait de John Wick il y a quelques temps, c'est le contraste... Moi, je trouve pas ça classieux, le contraste. Au contraire, moi, des fois, je me dis que c'est... Enfin, je sais pas, moi, c'est pas le sentiment que ça me renvoie, ouais. Mais, écoute, voilà. Les goûts et les couleurs, hein, j'ai envie de dire. Et non, franchement, ouais, super film, et du coup, c'est un peu bizarre, il te tease, à la fin du film, il te tease une suite. Ouais. Moi, limite, j'aurais préféré que ce soit un stand-alone, mais on va voir, peut-être... Enfin, franchement, s'ils arrivent à faire un truc aussi bien que le premier, moi, ça me va. Au moment où on parle, ce qu'ils ont annoncé comme méchant, en tout cas, parmi d'autres, peut-être, c'est Gueule d'Argile. J'ai aucune putain d'idée de qui est Gueule d'Argile. Et bah, c'est une espèce de gros monstre gluant qui peut prendre l'apparence d'à peu près n'importe qui. Mais par contre, il est fait d'argile, quoi. Donc une fois dans sa vraie forme, c'est une espèce de grosse bébête. Et c'est étonnant parce que du coup, The Batman, ça fait un peu film très réaliste et en même temps pas trop. Enfin, c'est compliqué. Mais c'est genre le méchant, c'est un poseur de bombes. C'est pas quelqu'un qui a reçu de la radioactivité et qui peut se transformer en quelque chose. Du coup, je sais pas comment ils vont amener ça. C'est complètement un terroriste d'extrême droite qui est vachement bien d'ailleurs, joué par Paul Dano. Ouais. Et la scène d'intro est incroyable pour présenter ce méchant-là. Oui, de ouf. Et il y a vraiment ce truc en plus qui est très adapté avec les réseaux sociaux actuels. Genre, il stream sur Twitch. Et il a sa petite commu d'extrême droite sur Twitch. Et voilà. Ça me fait marrer. Et en même temps, tu me dis, je suis sûr que les prochains méchants, ça va être de la vie réelle, ça peut être ça aussi. Oh boy, il y en a déjà, hein. Papacito. Ah non, il fallait pas dire de nom. Oh là là, quel dommage. Il va nous faire mal. Pourquoi t'as dit son nom? Ah non, vite alors. Il est musclé, arrête. Ah, quel dommage. Et bah du coup, j'ai parlé de 3000 ans à t'attendre, qui est le dernier film de George Miller. Alors, il est surtout connu pour avoir fait Happy Feet. Non, surtout connu pour avoir fait Mad Max, mais aussi Happy Feet et Babe le cochon. Mais ouais, et il nous avait tous soufflé la gueule en 2015. C'est ça que j'avais en tête. Avec Fury Road, en fait, il a réussi lui-même à faire un remake de son propre film qui est dinguissime. Et bon, je vais pas parler longtemps de Mad Max parce que je pense que toi, tu as déjà été dessus. Mais ouais, du coup, il revient. C'est un peu son petit film. On pourrait en parler 3000 ans. Ouah. Enfin, mais t'es on fire, ça. T'es on fire, j'ai bu de bière. Mais voilà, donc là, c'est un peu son petit film entre deux Mad Max. Ce qui est assez fou parce qu'en fait, même quand il fait son petit film entre deux Mad Max, c'est un film de dingo. Parce, du coup... de ses propres mots, hein. C'est un film entre deux. Entre Furiosa et Mad Max, quoi. Donc une espèce de... Ouais, petit film, ouais. Peu ambitieux. Et du coup, de quoi ça parle? Ça parle de Tilda Swinton qui joue une narratologue, genre on va dire une doctorante universitaire qui est experte en narration. T'as dit quoi? En mythe. En mythe? Ouais. J'ai cru que t'allais dire en beat. Et j'étais en mode, pourquoi il parle de Tilda comme ça? Je ne me permettrai pas. Et du coup, qui va à Istanbul pour une conférence. Sur place, elle achète des babioles, genre une petite lampe qu'elle trouve dans un antiquaire. Elle va la frotter chez elle pour enlever le bouchon dans sa chambre d'hôtel. Et un génie en sort, et qui est joué par Idris Elba. Et il va, comme tous les génies, il va lui proposer de réaliser 3 de ses vœux. Et elle, comme elle a lu beaucoup de mythes et qu'elle connaît les histoires type Sherazade et tout, elle va dire non. Moi, à chaque fois, ça finit mal. Pourquoi si je te demande des trucs, ça va forcément finir mal. Et donc, il va commencer à avoir un dialogue entre Idris Elba et Tilda Swinton qui va se mettre en place. Et Tilda Swinton va lui demander de parler de sa vie. Et du coup, pour Idris Elba, pour la rassurer, pour lui dire qu'elle craint rien de faire ses 3 vœux, va lui raconter sa vie. Et on va suivre, du coup, comme ça, plusieurs histoires. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 ? Ouais, 3. 3 histoires, du coup. Avec à chaque fois des dialogues avec Tilda Swinton entre chaque histoire. Et du coup, qui part d'un temps immémorial où il y avait encore des êtres magiques et tout, à un temps après un peu plus moyenâgeux, et enfin un temps un peu... genre 18-19e siècle. Et c'est assez fou parce qu'en fait,
chaque histoire va avoir sa propre façon d'être réalisée, sa propre photo, son propre tempo, et à chaque fois du coup narré par Idris Elba. Moi j'ai trouvé ça super beau, j'ai trouvé ça super tendre, et du coup de voir aussi cette relation entre Tilda Swinton et Idris Elba qui se crée au fur et à mesure des histoires qui sont racontées. Et voilà, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce film, à part que ouais, c'est toujours inventif. George Miller, il a une telle inventivité quand il filme, et là ça se voit à chaque plan. C'est magnifique, il y a un jeu sur les effets spéciaux, sur la réalisation. Ça va être des plans que vous aurez jamais vus ailleurs, et ça va être des histoires que vous aurez jamais vues ailleurs. Franchement, allez-y, c'est super beau. Et du coup, ouais, la relation entre Idris Elba et Tilda Swinton est très très belle aussi. Voilà. Ouais, bon, je vais pas rajouter grand-chose, et en même temps, c'est intéressant ce que t'as dit sur que c'est toujours filmé autrement, toujours inventif, la manière dont ça raconte les histoires, parce qu'en fait, pareil, là, ça permet aussi de rappeler qu'est-ce que c'est George Miller, comment ça se fait qu'un mec peut passer, bon, effectivement, parler de c'est plus connu, de Babe le Cochon, enfin, de Mad Max à Babe le Cochon, à Happy Feet, à Roman Max, puis à ça, c'est que George Miller, c'est avant tout un conteur, en fait, et qui met tout son imagerie au service du conte. Donc en fait, le fait qu'il arrive en définitive, à faire un film comme ça, c'est presque logique en fait, c'est presque la suite logique. Donc c'est un gars qui est trop fort pour raconter ces histoires-là d'une jolie manière. Voilà, qui de mieux finalement pour raconter. C'est un djinn, hein, du coup, si je dis pas de bêtises. Ouais, Idris voilà, Elba. Voilà, pour raconter les différentes vies d'un djinn. Je précise aussi un truc, ce que j'aime bien dedans, c'est que c'est... Enfin, ça peut sonner un peu théorique, du coup, du fait que ce soit une narratologue qui tombe face à quelqu'un qui va lui narrer des histoires. Quelque part, ça l'est un petit peu, mais ça ne nuit jamais au récit, quoi. On tombe jamais dans le... Je vais vous dire qu'est-ce que c'est qu'un mythe. Je vais vous expliquer, nanana. On tombe jamais là-dedans, quoi. C'est toujours un jeu très ludique entre justement cette narratologue qui est très, très cartésienne et ce djinn qui a vécu des choses qui pour nous sont complètement irréalistes et de l'ordre du fantasme, quoi. Et je trouve que le film tombe jamais dans ces pièges-là. Ouais, rien que pour ça, c'est déjà... Et aussi, est un film optimiste. Je trouve que c'est un des plus beaux plans finaux des dernières années. Je sais pas si tu te rappelles. Dans le parc ? Ouais. Je trouve que c'est un des plus beaux plans finaux. C'est un film qui ne fait pas la connerie d'opposer science et imagination, au contraire, qui a l'intelligence de les lier, parce que c'est quelque chose qu'on peut souvent entendre aujourd'hui, et que j'imagine qu'on a entendu depuis la naissance de l'art et de la science, alors que l'art et la science ont toujours évolué ensemble, et c'est un film qui le rappelle pour la 24e millième fois, mais qu'il fait sans violence, et au contraire avec une espèce de fascination pour ce qui va arriver par la suite. Donc ouais, je trouve que c'est un film extrêmement touchant, et encore un film incroyable d'un réalisateur incroyable, quoi. Donc c'est quand même qui fait partie des tontons du cinéma, parce qu'il a genre 75 piges. Mais c'est fou, mais comment ces mecs-là, ils ont tous plus de 70 ans. Bah, je pense notamment à Spielberg, et puis voilà. Bah, Ridley Scott, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais moi je le pense. Moi, Ridley Scott, il me déçoit un peu ces derniers temps, mais... Ouais, mais oui, en fait, c'est des gens qui sont putain de vieux, et qui, à chaque fois qu'ils font un film, ils ont des nouvelles idées que personne n'avait pensé avant. Ils réinventent le cinéma à chaque fois. Ils sont fous. Même Spielberg qui refait un remake de West Side Story, il arrive à te souffler la gueule et à faire un film incroyablement bien réalisé et inventif, alors que il a plus de 75 ans et il fait un remake d'une comédie musicale que tout le monde connaît. D'un classique. Ouais, d'un classique. Et en fait, non, il arrive à te souffler. Et du coup, pour moi, George Miller fait partie de ces vieux tontons qui, malgré leur âge très avancé, mettent à l'amende tous les nouveaux réals, quoi. Ils ont une... Pas tous, mais... Peut-être pas tous, parce que j'ai pas encore parlé des derniers films qui font partie de mes films préférés, mais oui, ont une inventivité folle, et c'est trop agréable à voir. Ouais, parce que je pense que c'est des gens qui veulent vivre dans leur temps aussi, quoi. Effectivement, le travail des effets spéciaux de 3000 ans d'attente est un travail d'effets spécial ultra moderne. Et voilà, parce que c'est des gars ça se voit, qui sont fascinés par ça, par les nouvelles manières de raconter des trucs, quoi. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est des gens qui ont un regard vers le passé, mais qui ont un discours dessus.
et non pas qui sont là pour dire que c'était mieux avant, ou pour comparer, ou machin, juste pour soit faire un constat dans le West Side Story de Spielberg, qui en gros reprend la même histoire pour dire regardez les gars à quel point rien n'a putain de changé au niveau de ce rapport-là aux étrangers, aux États-Unis, tout ça, et qui du coup crée un vrai pont. Et 3000 ans à t'entendre, qui est un film effectivement qui dit bah écoutez, on vit une époque et il y en a déjà eu d'autres, enfin il vit une époque où on peut encore raconter des histoires comme il y en a toujours eu, quoi. Donc ouais, c'est quand même assez joli comme manière de voir les choses, moi je trouve. Donc voilà. My turns. Vas-y. Ok, bon là on va aller un peu plus sur du confidential. Bruno Redal, qui est le premier long métrage de Vincent Leport. Leport P-O-R-T, et non pas comme l'animal. Bruno Redal, qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte l'histoire d'un gamin qui en a tué un autre, et qui du coup passe devant au siècle, enfin il y a un peu plus de 100 ans, et qui passe devant, pareil là c'est dit dès le début du film, et passe devant une espèce, pas de cour de justice, mais une cour de religieux qui vont essayer de comprendre avec la psychologie qui commence à naître de l'époque et tout ça, donc où, globalement pour la faire courte tout est lié au cul. Très freudienne. Hein. Très freudienne. Et qui du coup vont essayer de comprendre, et on va suivre, on va dire, cette alternance entre voilà, ces gens qui lui posent des questions, lui qui est très conscient de ce qu'il a fait, et bah du coup on va suivre pareil cette histoire qui va mener irrémédiablement à ce meurtre. C'est un des films dont peu de gens ont parlé. Il était présent dans meilleur premier film au César, il l'a pas eu, mais faut pas oublier que les Césars aussi récompensent le succès, c'est un film qui n'en a pas eu. C'est La Nuit du 12 d'ailleurs. C'est La Nuit du 12 qu'il a eu, mais bah pas en meilleur premier film pour le coup, mais il a, je sais plus qui a eu meilleur premier film d'ailleurs. Bref, ah bah si, c'est Alice Diop, c'est pour Saint-Omer. Ah oui. Mais meilleur premier film, hein, pas meilleur film. Oui, ok, je me suis trompé. Et oui, moi je pense que c'est un film extrêmement intéressant parce que, alors je vais reprendre un critique qu'on aime beaucoup, Simon Rio, mais parce que je trouve que la formulation est très bonne, c'est une explosion humaine au ralenti. Et je suis d'accord, c'est-à-dire qu'on va, encore une fois, il n'y a pas de surprise, on est conscient que ce que nous disent ces gens-là, voilà, très freudiens, etc., n'a à peu près aucun sens par rapport à ce qu'on est en train de dire, quand bien même il y a la notion de plaisir et de meurtre qui se mêle au fur et à mesure de l'histoire, mais en fait, quand on voit ces images encore plus aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est intéressant de faire un film comme ça aujourd'hui, on sait que c'est absurde. Évidemment qu'un gars qui tue, il y a évidemment quelque chose de plaisir, de cathartique, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est le fait de se focaliser là-dessus, tout en sachant que ça n'est qu'une petite partie, ce n'est qu'un petit bloc parmi tant d'autres, et là aussi, je trouve qu'il y a quelque chose de complètement vain qui se dégage, enfin, en tout cas, dans ce qu'on nous montre, que je trouve super intéressant, parce que du coup, on va dire que, je sais pas, pour parler un peu, à ma manière, le gros plan qu'on nous montre n'est pas intéressant parce que c'est ce sur quoi on veut zoomer, mais le plan moyen nous offre beaucoup de détails qui vont nous permettre d'observer le moindre mouvement, la moindre action de ce personnage-là, et de nous, spectateurs, du coup, d'avoir le choix de subir, en fait, ce qu'on va nous montrer, et cette violence qui va s'en dégager, quoi. Et je trouve que là aussi, s'en dégage un langage, je suis rappeur, wow. Vraiment, peut-être pas inédit, mais en tout cas extrêmement intéressant. Si, peut-être assez inédit quand même. Parce qu'en plus de ça, je trouve que dans ce mélange voix off de ce personnage-là, qui est, encore une fois, ultra conscient de l'horreur qu'il est en train de... Enfin, qu'il va commettre, du coup, parce que c'est ce qu'il décrit, donc, et il écrit ses mémoires aussi, donc on lui demande d'écrire sur un papier ce qu'il a fait et comment il en est arrivé là. Et je trouve que ça donne un mélange extrêmement étrange, extrêmement dérangeant aussi. Et voilà, c'est un film que je recommande beaucoup. Un copain m'a dit que Vincent Leport avait fait beaucoup de courts-métrages et qui me les a recommandés. Donc c'est vrai que j'ai pas encore fait ce travail d'aller les chercher, parce que des fois les courts-métrages sont tout simplement pas accessibles en ligne. J'espère que lui, ils sont accessibles. En tout cas, sans les avoir vus, je pense que je peux les recommander sans trop d'hésitation. Et voilà, Vincent Leport, premier long-métrage. L'acteur a eu le César du meilleur
Ah non, pardon, il était également nommé en espoir masculin, mais c'est Bastien Bouillon qui l'a eu à 38 ans. Ce qui est vraiment bizarre. Ce qui est quand même complètement con, mais bon, voilà. C'est quand bien même Bastien Bouillon est très bon, mais je pense que c'est pas la question, en fait. Il aurait dû être mis en meilleur acteur tout court. Voilà, quoi. c'est ça, nommé en meilleur acteur. Voilà, en tout cas, Bruno Redal, c'est une espèce d'étrangeté filmique hein, que moi, globalement... dès le premier plan, je sais que j'étais face à, si ce n'est un grand film, en tout cas un film qui peut vraiment marquer les esprits très très fort de par une espèce de simplicité dérangeante euh, qui moi en tout cas m'a vraiment bluffé en tout cas ouais. Voilà. Donc c'est la petite pépite pour moi française de l'année dernière en force. Ouais, moi je vais parler du coup de Licorice Pizza. Qui est le dernier film de PTA, Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson, j'ai jamais vu ses films, donc là c'est vraiment le premier film que j'ai vu de lui. Et j'y suis allé sans vraiment connaître de quoi ça allait parler, sans connaître la réalisation de ce gars-là, de quoi il parle et tout. Et c'est le premier film que j'ai vu d'ailleurs de 2022. Je l'avais vu en avant-première, non pas en avant-première, mais tu sais, c'était des séances pellicules. 35 mm, ouais. Séances pellicules. Et clacasse, vraiment grosse claque. J'ai adoré ce film-là. Ça parle de deux ados, enfin non, d'un ado et une jeune femme. Lui, il a 15-16 ans, elle a 10 ans de plus, concrètement. Et qui vont se rencontrer pendant une photo de classe. Et il va y avoir une sorte de jeu amical / romantique entre les deux pendant tout le film. Et pendant tout le film, ils vont se dire bah non, on va sortir ensemble, on a trop d'écart d'âge. Et ça va vraiment être des gens qui se tournent autour. On va suivre du coup leurs deux parcours de vie respectifs. Ça se passe dans les années 70 60 ouais. Quelque chose comme ça. 60-70 en tout cas, ouais, voilà. Et en fait, on va suivre... 70, ouais. On va suivre leurs deux parcours de vie, entre lui, qui est un petit roublard, qui veut devenir acteur, après qui veut devenir entrepreneur, et elle aussi, je sais plus ce qu'elle fait dans la vie, mais au début, elle est assistante de photographe, après, elle devient aussi un peu actrice pour des pubs et tout. Et voilà, on va voir ces deux parcours de vie-là, différents, évolués, du coup, je crois que c'est à Los Angeles, si je dis pas de bêtises. Et déjà, c'est un film très drôle. Il y a des moments à mourir de rire. Il y a Bradley Cooper qui joue un mec complètement taré. C'est très drôle. Et c'est aussi un film très touchant sur leur relation à tous les deux, qui est une relation qui ne devrait pas avoir lieu parce qu'ils ont un écart d'âge trop grand pour... Mais en même temps, à aucun moment, elle paraît bizarre. Elle paraît étrange. C'est pas du tout un film qui fait l'apologie de la pédophilie. Vraiment pas du tout. Et mais c'est plus un film qui vient justement confronter ce truc-là de deux personnes qui s'aiment, mais qui peuvent pas être ensemble parce que il y a un gros écart d'âge. Et on va les suivre tous les deux. Et je trouve ça fantastique, très beau. Et ouais, la réalisation est vraiment virtuose. J'ai pas encore vu du coup mais faut que je rattrape ça fait un an que je dis ça, mais faut que je rattrape les autres films de PTA. Il a une réalisation mais virtuose, magnifique. La photographie pareil, très très belle. Donc ouais, pour l'instant j'ai pas plus de choses à dire, peut-être que je rebondirai après, mais vraiment beaucoup aimé ce film. Non, moi je suis bon pareil, hein, de toute manière, ça fait aussi partie de mes films préférés de l'année dernière. Je trouve que c'est un film qui gagne par sa simplicité. Je sais que j'ai un copain qui aime pas du tout, qui a dit que c'était un peu l'éloge du vide. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que c'est un film qui, en tout cas, a une espèce d'apparente simplicité et que je trouve intéressante, surtout aujourd'hui. Enfin, surtout aujourd'hui. En tout cas, qui fait écho avec l'époque qu'il décrit. C'est-à-dire qu'on a souvent envie de montrer une certaine forme de légèreté, de liberté dans sa manière de penser. Le problème, c'est que je pense, en tout cas c'est un peu ce que dit le film, c'est que toute liberté a un coût. On peut avoir envie d'avoir une liberté sexuelle, sentimentale, le problème c'est que notre humanité finit toujours par nous rattraper, il y a toujours des gens à qui on tient plus que d'autres, et on a beau avoir envie de se dire qu'on a envie de passer de quelqu'un à quelqu'un d'autre, le fait est que nos sentiments vont toujours, pareil, peut-être s'attacher à quelqu'un plus que d'autres, et on peut avoir envie de se dire qu'on ne ressentira rien, bah le fait est que c'est pas quelque chose qu'on contrôle, en fait. Et ce film-là montre un peu ça, je trouve, dans cette idée que c'est deux électrons libres,
complets qui font que se tourner autour. Et voilà, peut-être qu'ils vont se trouver, peut-être qu'ils vont pas se trouver, je ne sais pas, je ne dis pas la fin. Mais je trouve que c'est très touchant dans cette manière de le montrer, et 2 électrons libres qui vivent en plus de ça entourés d'un monde complètement fou, quoi. C'est-à-dire que c'est presque un film à sketch, en fait. Oui. Parce qu'il y a aussi le moment avec Sean Penn qui n'a globalement pas beaucoup de sens non plus. Enfin, pas beaucoup de sens, je veux dire, qui sort vraiment de l'ordinaire, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment face à un dingue. Et le truc, c'est que voilà, on a 2 personnages là qui sont, encore une fois, 2 électrons libres, perdus au milieu de quelque chose d'encore plus grand qui les dépasse. Et voilà, moi je trouve ça très touchant. Et pareil, je trouve que je suis d'accord, je trouve que la mise en scène est assez virtuose dans ce côté, rendre très doux des scènes qui finalement, pareil, sont très simples, quoi. Par exemple, la scène où ils sont sur le matelas, moi par exemple, je pense, pour ceux qui l'ont vu, je trouve que c'est une scène qui est très simple, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de décors, il y a un matelas, et pourtant je trouve qu'il arrive à rendre ça très sensuel, hein, mais voilà, sensuel, pas sexuel, sensuel, c'est-à-dire très sensitif, quoi. Et voilà, voilà, bon après, puis moi je recommande à peu près, je pense que j'ai vu une très grosse majorité des films d'Anderson, et je les recommande bon, franchement, tous, hein. Il y en a pas un que je recommande pas. Si, peut-être peut-être Boogie Nights, c'est peut-être mon préféré, et encore peut-être, ouais. Mais voilà, je les recommande. Et du coup, ouais, le gamin, il est joué par Cooper Hoffman, qui est le fils de Seymour Hoffman, qui est décédé il y a quelques années. Qui était l'acteur favori de PTA, et de du Paul coup, Thomas Anderson. Là, c'est vraiment un nouvel acteur, c'est la première fois qu'il joue un rôle, en tout cas un rôle principal. Il est assez dingue. Et la meuf est jouée par Alana Haim, qui fait partie des sœurs Haim. Et du coup, c'est un groupe de musique, H-A-I-M. Et du coup, c'est 3 sœurs qui ont leur groupe de musique. Et du coup, là, les 3 sœurs rejouent... Enfin, c'est les sœurs de cette meuf-là, c'est aussi les sœurs dans la vraie vie. Du coup, et elle est assez dingue. Franchement, je sais pas si elle avait joué des rôles avant. Mais pareil, vraiment très très bonne actrice. Et voilà, franchement, regardez-le, quoi. C'est une petite pépite. C'est vraiment un film du bonheur. Genre, vous allez en sortir avec le sourire. Il est vraiment simple à regarder, il est facile, et il est... Ouais, voilà, très très, très beau film, et puis voilà, ouais. Oui, parce qu'avec ce côté, justement, encore une fois, je vais me répéter, mais le côté électron libre, ça fait aussi que tu te laisses embarquer avec eux, quoi. Ouais. Avec toute la folie dans lesquelles ils peuvent s'embarquer, sans forcément le faire exprès, mais du fait de, justement, que eux se baladent chacun de leur côté dans différents univers, bah, du coup, ça fait que, voilà, on se laisse balader avec eux, et c'est effectivement très agréable, quoi. Et oui, tu parlais de film à sketch, mais c'est un peu ça, il y a pas vraiment... On va pas suivre un scénario avec éléments déclencheurs, péripétie numéro 1, péripétie numéro 2... Donc l'élément déclencheur, c'est dès le début, ils se rencontrent, et puis c'est ça l'élément déclencheur, en fait. Ouais. Mais en fait, on va juste, à travers les années, suivre plein de moments avec eux, et à la fin de ce moment-là, il y en aura un autre. Mais c'est pas... Ouais, ça va pas être un scénario continu, mais plus une suite de moments de vie... de moments où ils vont se croiser, enfin voilà. Et c'est super joli, c'est super doux en fait à regarder. Et mais regardez-le, bordel. Waouh. Ah, je deviens vulgaire. Oh non. Pourquoi ? Eh bien, je vais parler de Nope, le dernier Jordan Peele. Jordan Peele, connu pour déjà Key and Peele, à regarder, que moi j'ai découvert un peu récemment grâce à TikTok. C'est trop bien. Ouais, je suis tombé sur plusieurs sketchs. Donc c'est vraiment un gars qui vient de la comédie, ça, et d'une comédie assez absurde, et d'une comédie de détail. Moi, c'est ça qui me fait marrer, qui part d'une idée et qui va l'étirer. Par exemple, j'ai beaucoup vu le sketch de... T'as Jordan Peele qui arrive face à, du coup, je sais pas son nom entier. Keegan Kay ou Kay Keegan, je sais plus. Ok. Et bah du coup, bref, qui arrive à lui, et du coup, qui va appuyer sur le bouton pour activer le fait de traverser. Et l'autre, il dit non, j'ai déjà appuyé. Et donc, il attend, et il dit bah je vais peut-être réappuyer. Et l'autre fait bah pourquoi tu réappuierais alors que j'ai déjà appuyé, quoi. Et tout le truc va se dérouler sur le fait du gars qui oui, je peux appuyer une deuxième fois. Bah pourquoi vous me faites pas confiance? Et c'est que un truc qui étire, et c'est marrant de voir que ce mec-là aujourd'hui arrive à, enfin dès son premier film, donc qui est Get Out,
qui est pour moi là aussi un des plus gros films des 10 dernières années, et qui arrive avec quelque chose d'extrêmement radical, du coup, comme son humour, hein, là où son humour est radical justement dans sa manière de tirer l'élastique jusqu'à ce qu'il pète, et bah là, il est radical dans une certaine vision de l'horreur, c'est-à-dire qu'il te pose une idée et il va l'étirer jusqu'au bout. Ça vaut pour Get Out, ça vaut pour Us, et ça vaut pour Nope, mais qui est peut-être le film le plus léger de Jordan Peele. Du coup, l'histoire de Nope, c'est quoi ? C'est un frère et sa sœur qui sont fermiers, et dont le père un jour se fait tuer par une pièce qui tombe du ciel, en gros. Et voilà, les années passent, on sait pas d'où tombe cette pièce, et on va se rendre compte qu'il y a quelque chose dans le ciel qui fait des choses, qui vole notamment des chevaux, et tout ça, et toutes ces choses-là disparaissent, et qu'est-ce que c'est que ce mystère ? Bon sang de bonsoir. Jordan Peele, moi je le trouve intéressant pour une chose, on va dire, mais qui en englobe plein d'autres, c'est que c'est quelqu'un, du coup, qui est noir américain, et qui est très attaché à ça, et qui est quelque chose pour lequel on a souvent, comme on le fait souvent pour le cinéma d'horreur, c'est-à-dire... on essaye de donner du sens à un cinéma de genre de manière souvent que moi je trouve assez grossière, c'est-à-dire on a dit Get Out c'est bien parce que c'est un film qui dénonce le racisme. Get Out, c'est un gars noir qui est fiancé avec une fille blanche et du coup il va aller dans sa famille de blancs qui vont s'avérer être des fous furieux. Est-ce qu'il dénonce plus le racisme qu'un autre film ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il le fait de manière plus intelligente ? Moi c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse c'est que c'est quelqu'un qui reprend l'imagerie purement américaine et la retravaille pour y intégrer les noirs américains, et ce qui du coup donne une perspective, un angle complètement différent et complètement nouveau. Et c'est peut-être pour ça que pour moi c'est un des réalisateurs récents les plus importants, c'est que c'est quelqu'un, voilà, Nope, c'est une espèce de western comique horrifique, voilà, tu fous tous ces genres-là un peu comme tu veux, monstrueux, mais du coup qui y intègre cette image du noir américain, et qui du coup donne une espèce de... Comme si on prenait cette image du western, du cow-boy qu'on avait à l'époque, et qu'on dézoomait, et qu'on voyait tout cette autre population qu'il y avait autour, et qu'on l'y intégrait. Moi je trouve que c'est ultra fascinant, parce que effectivement c'est peut-être une manière de dire, l'Amérique c'est aussi ça, quoi. Et c'est peut-être pour ça que son cinéma est radical, également. C'est pas que dans le fait d'étirer une idée, c'est aussi de l'imposer une espèce d'histoire que certains voudraient renier, ou voudraient appeler peut-être de woke culture, non pas de woke culture, de woke culture, ce qui veut toujours rien dire si vous vous posiez la question. Et voilà, je trouve que il a une manière d'imprégner ça dans cette imagerie-là. Je trouve ça extrêmement fort, et voilà, là, et encore une fois, c'est quelqu'un qui pousse tellement loin son idée de base que à la fin du film, on va dire, quand cette espèce de truc apparaît dans une espèce de combat final, on tombe dans une espèce de folie de personnages visuels complètement délirantes, voire un peu Lovecraftienne dans certaines idées de je sais pas, de quelque chose de très peu descriptible. En gros, on voit à peu près le bordel que c'est, mais c'est très dur de comprendre concrètement, de quoi c'est fait, et qui du coup rend la chose encore plus terrifiante quand on comprend les événements qu'on a eu juste avant, quand on comprend ce que ça implique. Ouais, moi je trouve que Nope c'est très fort, hein, et que Jordan Peele est décidément un des mecs les plus intéressants du moment, et voilà, tous les 2-3 ans, il revient avec une nouvelle dinguerie, et voilà, je suis encore une fois très curieux de voir ce qu'il va faire dans les années qui viennent, et voilà. Et évidemment, un mec qui met en avant toujours des acteurs extrêmement impressionnants, et qui sait les mettre en avant là aussi, voilà. Et de travailler évidemment avec des gens. Les effets spéciaux, par exemple, de Nope sont extrêmement intéressants. Il y a un making-of sur YouTube qui est pareil là aussi, très intéressant, sur comment il mélange beaucoup de manières de faire, que ce soit pratique ou numérique, et là aussi c'est toujours tellement brillant et tellement intelligent que ce gars-là force le respect, et que Nope est passé un peu inaperçu. C'est le film qui a été le moins vu de lui en France, et voire dans le monde d'ailleurs. C'est le film qui a le moins rapporté parce qu'ils sont plus chers. Ça veut pas dire que c'est un flop, mais le Covid est passé par là entre temps. Mais je conseille à tout le monde le côté
très étrange de film, et lancez-le. C'est un film qui est plutôt léger, donc pas qui peut plaire, on va dire, j'aime pas cette expression, mais à peu près à tout le monde, on va dire, quoi. C'est-à-dire que c'est un film qui va vous surprendre, mais pas forcément vous dérouter. Et voilà, je pense que c'est son film le plus commercial, avec des guillemets gigantesques, hein, parce que voilà, ça se regarde très facilement, plus facilement que Get Out et Us, qui sont pour moi là aussi des très grands films. Mais je vais te faire une confidence, je n'ai vu aucun putain de film de Jordan Peele. Allez. Et je sais que je vais aimer en plus, mais je sais pas pourquoi. Par contre, j'ai vu beaucoup de sketchs de Ken Peele, mais en vrai, il parle beaucoup aussi soit de racisme, soit de la façon dont les médias ont de parler ou de montrer les Noirs américains. On le voit beaucoup dans ses sketchs, enfin, il en parle déjà beaucoup dans ses sketchs. Mais voilà. Et moi, mon sketch préféré de Ken Peele, c'est les deux mamies qui sont à la messe. Je sais pas si tu l'as vu celui-là. Non, Et c'est deux rien. mamies qui sont à la messe et qui bitchent entre elles de leur famille c'est à mourir de rire. J'ai pas envie de plus vous dire que ça parce qu'après il part en couille le sketch, mais c'est à mourir de rire. Donc voilà. Il te reste un film Ouais. à causer. Et ben moi, je parlais de mon film préféré de l'année dernière. Très original. Oui, qui est Everything Everywhere All at Once. Je pense que c'était le film préféré de beaucoup de gens, mais en même temps, il est fou ce film. Il est dingue. Et moi, je pense qu'avec du recul, je me dis, mais en fait, dans ce film, il y a tout ce que j'aime dans le cinéma, quoi. C'est à la fois touchant, il y a de la bagarre. J'adore la bagarre. Je vous l'ai déjà dit 2 fois. Et les acteurs sont fantastiques, la photo est magnifique, pour moi c'est la plus belle photo de l'année dernière. Et donc voilà, je vous refais vite fait l'histoire pour ceux qui savent pas de quoi ça parle. C'est une immigrée chinoise du coup qui habite je sais plus où, mais aux États-Unis. Elle tient une laverie avec son mari et sa fille avec qui elle arrive plus à trop à parler, qui a fait son coming out lesbien, mais elle n'arrive pas à en parler et ça, voilà, ça la dérange. Et en fait, il y a cette famille-là qui est vraiment une famille brisée, où c'est la mère qui travaille trop, qui est devenue un peu aigrie, qui est devenue froide. Le père, gentil, mais presque trop, et qui arrive plus à vivre avec cette femme-là trop rigide. Et du coup, leur fille, oui, il y a un dialogue qui est rompu. Et du coup, dans ce milieu familial-là un peu brisé, il va d'un coup y avoir une sorte d'aventure de multiverse où pour sauver le monde, elle va devoir combattre des hordes de personnes qui sont venues pour la tuer et en utilisant des capacités que d'autres versions d'elle ont, mais du coup en explorant ces autres versions d'elle, elle explore aussi d'autres vies qu'elle aurait pu avoir, notamment une vie où elle n'avait pas rencontré par exemple son mari, et du coup elle se dit mais putain, mais en fait j'ai l'air d'être vachement plus heureuse et d'avoir vachement plus de succès dans la vie si j'avais pas rencontré ce mari-là. Et donc voilà, ça va être en fait parler d'un truc très délirant du multiverse pour revenir à quelque chose de très intime de qu'est-ce que c'est la famille, comment on entretient une famille, comment on parle avec eux, et c'est magnifique. Je l'ai vu du coup une première fois au Canada avant qu'il sorte en France, en version québécoise. C'était horrible, mais j'avais déjà vu que c'était un excellent film même avec la version québécoise, et du coup j'arrêtais pas d'en parler aux gens en disant mais putain, j'espère qu'il sort un jour en France pour que vous puissiez le voir. Je l'ai revu à Paris, j'ai chialé ma race à la fin. Je trouve, ouais, pour moi c'est un de mes films préférés, mais non seulement de l'année dernière, mais peut-être aussi de tous les temps, parce que pour moi il y a tout ce que j'aime dans le cinéma qui est dans ce film. C'est un film ultra inventif, fait avec 3 francs 6 sous. Je crois qu'il y avait que 5 personnes qui ont fait les effets spéciaux. Les effets spéciaux sont dingos. En tout cas pour le nombre de personnes qu'il y avait. Donc voilà, c'est magnifique. Michelle Yeoh qui joue le rôle principal. Elle est incroyable. C'est Kiwi Khan qui joue le mari. Vous le connaissez peut-être, notamment dans Indiana Jones 2. De 2001. Ouais, il joue le Temple maudit. Et dans les Goonies. Et Stéphanie Soo qui joue la fille,
qui est une actrice que je connaissais pas, mais qui est fantastique. Elle m'a fait chialer à la fin. Et Jamie Lee Curtis, qui a eu aussi l'Oscar. Mais j'aurais presque préféré que ce soit Stephanie Su qui ait l'Oscar, tellement elle m'a bluffé dans ce film. Mais tous les autres ont eu l'Oscar, donc du coup Michelle Yeoh a eu l'Oscar, Kiwi Kan a eu l'Oscar, ils ont tous eu l'Oscar. Et le film a eu l'Oscar, les réals ont eu l'Oscar. Ah oui, j'ai pas dit, mais c'est réalisé par les Daniels, qui sont Daniel Schenner et Daniel Kwan, je crois, et qui sont surtout connus pour avoir fait avant Swiss Army Man, qui est un peu dans la même veine, c'est-à-dire un film qui est complètement délirant, mais au final pour parler de quelque chose de très réel et très intime, et qui est très touchant, alors que le pitch de Swiss Army Man, c'est Paul Dano qui est perdu sur une île déserte et qui tombe sur un cadavre pétomane qui est joué par Daniel Radcliffe, et à partir de cette histoire-là, il va réussir à te faire chialer à la fin. Et là c'est pareil, à partir d'une histoire de multiverse et de bagarre, au final ils arrivent à te faire chialer à la fin. C'est magnifique, et en plus c'est très drôle, c'est vraiment, enfin vous allez vous marrer. Mais si vous avez pas vu, mais qu'est-ce que vous attendez? Enfin, c'est celui-là. Bon, si j'en ai un à recommander, c'est vraiment celui-là. Bon, moi, je suis pas aussi dithyrambique que ça, mais après, je le recommande beaucoup aussi. Moi, je pense que même ce qu'il y a d'intéressant dans ce côté, toujours partir de l'intime pour en faire quelque chose de délirant, ou faire quelque chose de délirant pour parler de l'intime, comme on veut, ce qui est intéressant, c'est qu'ils traitent toujours leurs histoires au premier degré. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ce qui veut pas dire qu'ils mettent pas de l'humour dedans. Loin de là, et comme tu l'as dit, Everything Everywhere All at Once est un film très drôle, extrêmement divertissant, et qui est toujours en mouvement, qui a toujours quelque chose à proposer, voilà. Mais en attendant, ces sujets sont toujours premier degré. Et ça, je trouve ça génial, et ça vaut pour Swiss Army Man aussi, c'est que quand bien même c'est un cadavre pétomane, c'est potentiellement un film qui peut vous faire chialer aussi d'ailleurs, mais c'est traité au premier degré. La situation peut être étonnante pour le personnage principal, donc elle va l'être pour vous aussi, etc. Mais quand ça va avancer, cette situation-là va devenir plutôt banale. L'élément de Everything, tout ça, les doigts knacky, là, il y a un monde où ils ont des doigts en saucisse, quoi. Dès qu'on arrive dans cet univers-là, ça semble très bizarre, mais c'est un univers qui, par la suite, va être traité comme une vraie histoire, comme un vrai univers, comme des vrais personnages, et donc qui va être extrêmement touchant par la suite, quoi. Sans enlever le grotesque de la situation. Mais en attendant, on va finir par s'y habituer, et finalement par accepter que ces gens-là ont des sentiments et que du coup on peut en avoir pour eux aussi, quoi. Donc ça, moi je trouve que c'est ultra déjà respectable, parce que c'est complètement dénué de toute forme de cynisme, et à partir de là, quand on enlève le cynisme, effectivement, si c'est bien fait, il n'en reste que l'émotion, finalement. Waouh. Non mais effectivement, c'est un film que je recommande. Moi j'irai pas beaucoup plus loin, que c'est du très 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 bon divertissement, ce qui est déjà une très 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 bonne chose. Mais je sais pas si j'irais beaucoup. Moi, par exemple, je trouve que le film peut être un petit peu long, etc. Mais quand je dis un petit peu long, c'est vraiment. En fait, si vous êtes comme moi, vous allez peut-être le trouver long pendant 5 minutes, mais après, en fait, le truc va vous rattraper, et donc vous allez être de retour dedans. En fait, j'ai pas regardé ma montre, en fait. Voilà, je peux trouver des longueurs, mais c'est pas des moments où je me dis, bon, j'ai hâte que ça se finisse, parce que comme le film, revient à la charge, et vous allez voir encore une fois des images qui vous stimulent constamment, et des moments, parce que là j'ai dit les knackis, mais je trouve que le film a l'intelligence de pas avoir trop d'univers parallèles. Oui, il y en a 4-5. C'est ça, d'avoir juste le nombre suffisant pour justement avoir le temps de les traiter, comme ce que je voulais un peu démontrer juste avant. Mais du coup, qui va, il s'en met quelques-uns, jouer avec. Enfin, en vérité, il en voit plus que ça quand on va en ultra vite, mais il s'attarde réellement que sur 4-5. Et je trouve que c'est une très bonne chose, et voilà. Bon, après on en a déjà un peu parlé quand on avait fait notre débrief des Oscars, mais effectivement c'est un film ça sent que c'est un film fait par des jeunes gars, quoi, et enfin par des jeunes personnes, et ça fait du bien, quoi, en plus de ça, que ce soit reconnu. On parlait de gens comme Spielberg tout à l'heure. Spielberg a annoncé publiquement être ultra
intéressé par ce film-là, et voilà. Avant les Oscars, hein, je veux dire, hein, pas en mode, en réponse, en mode, qu'est-ce que vous pensez de ce film-là? Oh, bah, j'en pense que. Non, avant ça, c'est un gars qui a plébiscité ce film, et voilà. Et je pense que ça veut aussi dire qu'on peut faire du divertissement autrement. Et c'est un film qui, mine de rien, en France, n'a pas été tant vu que ça. C'est un film qui a fait entre 300 et 400 000 entrées, ce qui est vraiment peu par rapport au potentiel populaire de ce film. Et encore une fois, Aux États-Unis, il a extrêmement bien marché. Il a très bien marché. C'est pas un film. Encore une fois, c'est pas un film qui a explosé des scores, mais en fait, c'est un film qui est parti. J'adore les chiffres, le saviez-vous? Mais je suis quelqu'un qui est extrêmement fan du box-office. C'est ma marotte qui sert à rien. Mais c'est un film qui a commencé à son premier week-end à 500 000 $, ce qui est extrêmement peu. Hein. C'est un film qui a fini à 75 millions. Généralement, aux États-Unis, hein. Généralement, un film rapporte entre 4 à... Ouais, entre 4 et 8 fois son score quand c'est un gros succès. Entre 4 et 8 fois son premier week-end quand c'est un très gros succès, quoi. Là, je crois qu'on est un peu au-dessus, si mes calculs sont exacts. Donc c'est un film qui, pendant plusieurs mois, est resté dans le top 5. Mais c'est du bouche à oreille, en fait. Voilà, c'est du bouche à oreille. Et encore une fois, moi, ce que j'entends par populaire, c'est que c'est quelque chose qui est vu par plein de gens extrêmement différents. Et c'est quand même très intéressant de le voir comme ça, quoi. Oui, parce que j'en ai pas beaucoup parlé, mais ça parle aussi beaucoup du fait d'être une immigrée aux États-Unis, et du coup d'avoir un peu deux cultures. Et d'ailleurs, elle se pose la question, est-ce que j'aurais dû rester en Chine? Est-ce que, enfin voilà. Et non, ouais, voilà. Je bafouille tellement j'aime beaucoup ce film. Je voulais rajouter un truc, mais j'ai oublié. Si, ouais, c'est aussi un film très référencé. Ça va piocher dans du Wachowski. Ça va piocher dans du Wong Kar-wai. Et c'est des références qui sont pas masquées. Elles sont très claires et très dans ta face, mais elles sont jamais parodiques, et elles sont toujours emplies de bienveillance et de respect pour les œuvres qui l'ont influencé. Et en ça, ouais, non, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je reviens un peu sur ce truc de premier degré, parce que moi, je trouve que c'est un peu le problème du blockbuster actuel. On voit beaucoup ça dans les Marvel. C'est le fait de, quand il y a un truc ouf qui se passe à l'écran, ou un truc émotionnel, tu vas toujours avoir quelqu'un en background qui dit et qui fait une blague pour désamorcer le truc. Et c'était rigolo dans les premiers Marvel. Les premiers Marvel, c'était quoi? C'était il y a 10-15 ans. C'est plus drôle maintenant. Et c'est peut-être même mieux fait dans ces films-là, d'ailleurs. Parce que si on y repense, le premier Avenger, il y a des vrais moments de bravoure qui sont pas gâchés. Ouais. Et du coup, là c'est vraiment... C'est un film qui est pris avec toute l'honnêteté possible, vraiment premier degré, et à aucun moment ils vont casser une séquence d'émotion, ou une séquence de bagarre, ou une séquence impressionnante avec une petite blague à la con. Il va y avoir de l'humour, mais elle va jamais desservir le moment. Elle va jamais desservir le moment. Voilà. Oui, non, il y a une vraie cohérence dans la manière de montrer les choses, et bah, peut-être pour finir, j'aimerais... Ce que t'as dit un peu, c'est le film préféré de beaucoup de gens, etc., de l'année dernière. C'est effectivement, je pense que c'est pas pour rien, pour donner peut-être envie aux gens qui l'auraient pas vu. C'est pas pour rien, parce que moi, c'est loin d'être mon film préféré de l'année dernière, mais je veux dire, c'est, effectivement, comme t'as dit, c'est un film qui a tout, quoi. C'est-à-dire, c'est un film qui a un rythme ultra soutenu, qui a de l'inventivité tout le temps, et donc en fait, c'est à peu près... Effectivement, ça fait partie de ces films qui cochent toutes les cases du film de divertissement populaire, et qui, du coup, bah... En cochant toutes ces cases, et je parle pas de cases extrêmement précises, je parle de... Voilà, de l'émotion, de l'aventure, de l'action, du combat, voilà, qui en les cochant toutes, bah, fait que c'est un film qui te lâche jamais, quoi. Ce qui revient un peu à ce que je disais, quand même il y a des moments que je trouve longs, j'ai pas regardé ma montre. Donc c'est pas anodin, c'est pas un film qui a subi un tabassage médiatique, voilà, c'est venu de lui-même. Donc moi je pense que c'est quand même pas mal. Ouais. Bon voilà, j'ai pas plus de choses à dire. On peut parler de nos attentes. On peut dire que toi, si
les semaines précédentes, on peut dire que si les semaines précédentes, moi j'étais pas spécialement présent, toi t'es pas spécialement présent la semaine qui vient, mais du coup, est-ce que t'as quand même des attentes dans Ouais, il y a un film que les jours j'aimerais. qui viennent, ou même les trucs qui viennent de sortir? On enregistre le 25 avril. Moi, j'ai un film que j'aimerais bien rattraper, qui est sorti il y a déjà genre 1 ou 2 semaines, peut-être même 2, 3 semaines, qui est, je crois que c'est Je n'oublierai jamais vos visages, un truc qui est sur la justice restaurative, où en fait on va confronter des meurtriers, souvent, aux familles des victimes, et qui a l'air d'être un film incroyable. À chaque fois que je regarde les critiques, je me dis putain, mais en fait il a l'air fou ce film. Et donc voilà, j'aimerais bien aller le voir. Je vais pas trop en parler parce qu'en fait je l'ai pas vu, mais il a l'air très très bien. Moi, film d'horreur oblige, Evil Dead Rises, ça a l'air tellement bien. Moi, je trouve que je suis très hypé. Chien de la casse aussi. Ah oui, il a l'air trop bien, Chien de la casse. Voilà, ça a l'air fou et je pense qu'il va falloir aller le voir vite parce que je pense que personne va aller le voir et que du coup il va disparaître très vite du système de distribution. Je suis pas un fan de Harry Astor. Mais Beau is Afraid, je serais assez curieux de voir ce qu'il fait en dehors de l'horreur. Donc autant... Toi, je sais que t'avais vraiment aimé Midsommar. J'avais bien aimé. Je vais pas Moi, dire c'est que- pas un gars qui me passionne, mais bon, c'est un gars qui a mine de rien une patte et une manière de voir les choses. Moi, je serais curieux quand même de voir ce troisième film, en tout cas. Mais ouais, pour finir, j'ai 2 petites recommandations. Je t'en prie. Alors, j'ai je sais même pas comment décrire ça, mais une saga textuelle qui s'appelle le film perdu. C'est comment il s'appelle déjà? C'est François Descraques qui fait ça. Du coup, je crois que c'est un épisode par semaine et vous allez trouver le lien sur ses réseaux sociaux, soit sur Facebook, soit sur Insta. C'est en fait ça part de il a un film dans sa tête où il est sûr de l'avoir vu et il peut décrire plein de scènes de ce film-là, mais quand il a voulu le retrouver ce film-là, personne ne connaissait ce film, ses parents ne savent pas de quoi il parle, et du coup il a commencé petit à petit à se dire qu'en fait il n'existait pas et peut-être qu'il l'avait juste rêvé ce film. Jusqu'au jour où il discute avec Max Weber, hein, le mec qui a écrit Les Fourmis, et Max Weber lui dit je connais ce film-là et je sais qu'il a réalisé. Et donc là, je vous ai résumé très rapidement le premier épisode. À chaque fois, ça me met genre 10 minutes à lire, hein, un truc comme ça. Et en fait, après, ça va être sa quête pour retrouver la personne qui a réalisé ce film-là, le recontacter. Donc il y a tout un travail d'enquête. Et j'ai pas trop envie de vous en dire plus, mais c'est assez fou, c'est ultra prenant. Dès que vous commencez à lire, vous allez voir, en fait, on vous met face à une interrogation et vous avez envie de connaître la réponse de quel est ce film, qui est-ce qu'il a réalisé, pourquoi on le connaît pas ce film et tout. Donc pour l'instant il y a 4 épisodes qui sont sortis, j'en ai lu 3 et du coup c'est je crois que c'est un par semaine. Donc voilà, c'est ouais, le film perdu je crois. Donc voilà. Et ma deuxième reco, c'est une plateforme qui s'appelle Dropout TV, qui est en fait une plateforme qui a été créée par le collectif College Humor. Alors peut-être que vous connaissez College Humor parce que c'était une des grosses chaînes YouTube à sketch, surtout des années 2010. Et il y a quelques années, ils ont un peu fait une sorte de remodification de leur société, où maintenant ils vont faire beaucoup plus d'émissions TV. Et donc on peut en trouver certaines sur YouTube en gratuit, mais il y en a aussi pas mal sur la plateforme. Et notamment, je voulais surtout en parler d'une. C'est un jeu télé qui s'appelle Game Changer. Et le principe, c'est que il y a pas de principe. C'est qu'en fait, à chaque fois, les compétiteurs vont jouer à un jeu différent. Et à chaque fois, c'est compliqué à expliquer, mais c'est absolument génial. Souvent, ça va toujours être des acteurs, du coup, qui font partie de la troupe de College Humor. Et donc, on va souvent retrouver les mêmes personnes. Mais à chaque fois, ils vont jouer à un jeu différent. Alors, des fois, ça va être un escape game. Des fois, ça va être un pour combien tu peux faire ça. Et des fois, ça va être des jeux d'improvisation. Parce que, comme c'est tous des acteurs, ils sont tous très très bons en improvisation. Et c'est absolument fantastique. Chaque épisode, c'est un nouveau truc.
Il y a des fois où il parodie du Bachelor, il y a des fois où il parodie du koh-Lanta. C'est génial. Alors il faut parler anglais par contre, parce que il y a les sous-titres mais ils sont que en anglais. Et voilà, c'est absolument fantastique. Il y a aussi il y a plein d'autres émissions que vous pouvez voir qui sont toutes très très bien. Si vous aimez bien Donjons et Dragons et le jeu de rôle en général, ils ont beaucoup de saisons de jeux de rôle ultra bien produites. Du coup avec jeux de rôle filmés, de ce qu'on appelle les actual play. Du coup avec avec plein de caméras sur chacun des joueurs et on va suivre l'aventure avec eux. Donc voilà, Dropout TV, c'est vraiment une super plateforme où il y a vraiment de très très bons contenus. Ok. Ok, bon, moi, quitte à conseiller quelque chose, tant qu'à faire, je sais qu'à la fin de l'année, ça a été enfin annoncé, il y a un film que Warner garde en... On ne sait pas pourquoi, garde les droits depuis très très longtemps, qui est un film qui s'appelle Les Diables, de Ken Russell. Donc Russell, R-U-2-S-E-L. Et voilà, bah écoutez, je peux que vous conseiller en attendant que ce film-là sorte, un film qui s'appelle Love, de ce gars-là, donc non pas Love de Gaspard Noé, mais Love de Ken Russell, et qui est une espèce de premier film ultra baroque. J'en avais déjà parlé enfin pas de ce film-là, mais de Ken Russell, quand on avait parlé de La femme de Tchaïkovski, parce qu'il a fait un film sur Tchaïkovski qui s'appelle Music Lovers. Mon accent anglais varie, peu importe ce dont je parle, hein. Ça peut être un accent français dégueulasse, soit un accent anglais dégueulasse. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille Love, qui est encore une fois une espèce de film très étrange, hein, que j'ai pas spécialement envie de vous décrire, mais parce que je me dis que si ce podcast-là est encore là en décembre prochain, et bah peut-être que c'est des Diables, hein, dont on parlera, parce que c'est pour le coup un film complètement délirant, qui est une espèce de truc très étrange dans une église. Du coup, tu l'as vu, il y a hein. très longtemps. Oui, Les Diables, oui, je l'ai vu, ouais. Mais en cassette, enregistré, à la télé. Donc, oui, d'accord. Ça remonte à il y a très longtemps. Et c'est un film que je serais très curieux de revoir, parce que c'est des films qui ont très... En fait, je pense que s'il ressort, c'est que c'est un film dont l'imagerie a beaucoup influencé des films comme Benedetta, de Verhoeven, récemment. Donc, c'est que il a eu la chance d'être cité ces derniers temps, et qui a peut-être poussé Warner à se dire qu'il y a peut-être du fric à se faire sur ces... Parce que c'est un film qui est considéré comme immontrable. Enfin, c'est un film qui a vraiment choqué à l'époque, parce que c'est un curé, ou je ne sais, je suis très mauvais en catholicisme, hein, mais il me semble que c'est un curé qui arrive dans un couvent et qui fout la merde sans le faire exprès, quoi. Donc ça fait vraiment partie de ces grands films subversifs, hein, complètement fous, voilà, et Ken Russell étant un des Britanniques qui a été notamment très dénigré en France pendant de nombreuses années, et qui du coup, avec des personnes reconnues aujourd'hui, qui lui donnent du crédit, peut peut-être retrouver, on va dire, une certaine légitimité. Voilà, donc peut-être qu'on en parlera, écoute, hein. Voilà, un mec des années 60-70, très important. Voilà. Okay. J'ai une dernière petite reco. Ah putain. C'est une série que je suis en train de me remater en ce moment, qui s'appelle Into the Badlands, que j'ai l'impression que personne n'a vu. C'est une série, je crois que c'est la seule série de combat, je mets des guillemets, je fais des guillemets avec mes doigts là, de combat que je connaisse, où en fait c'est un délire un peu entre Mad Max et Tigre et Dragon, où ça se passe dans un univers post-apo, féodal aux États-Unis, et où on va être du coup dans les Badlands, qui sont contrôlés par 7 barons, et chacun des 7 barons a sa propre armée, et du coup ça va être une série très fun, très cool à regarder, où qui est très portée sur le combat, et notamment le combat vraiment art martial. Donc quand je dis Tigre et Dragon, c'est pas pour rien. Il y a une grosse influence de ça, aussi Ip Man, ou des choses comme ça. C'est très très cool à regarder, et donc voilà. Into the Badlands. Très bien. Dernière reco, et non, c'est faux, je n'en ai plus. Vin très doux, très agréable à boire, moi j'ai trouvé. En tout cas, sympa. Vraiment. Bon, la bouteille est pas finie, mais en tout cas, c'est agréable. Vraiment, effectivement. Ça passe tout seul. Est-ce que tu as d'autres choses à dire dessus ? Non ? Là, j'ai plus de reco. Oh là là, salaud. Eh bien, écoutez, voilà. On espère tenir le rythme, en tout cas pour l'instant. Jusque-là, on réussit 50-50, on s'alterne, écoutez, c'est le jeu. Et on espère, voilà, revenir bientôt avec des nouveaux films à reco, et
Et voilà, à bientôt. À bientôt.